Bonsoir et bienvenue dans Et si on parlait vraiment d'ufologie, c'est le numéro 13, le numéro de l'été 2025. Et comme à notre habitude, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Royer. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine, bonsoir Jérôme. T'as vu, Salut j'ai Stéphane. laissé un peu de suspense. Peut-être qu'il y a. Ben non, c'est bien Stéphane Royer avec nous. Et bien entendu, pour m'accompagner dans l'animation de cette émission, notre ami Jérôme. Salut GG. Ça va Antoine, ça va Stéphane? Ça va très bien, merci. Bon. Donc, Stéphane, tu nous as préparé un gros programme ce soir. On va, déjà faire un petit retour sur le congrès ex situ qui a eu lieu au mois de juin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas fait, sur, la fin du deuxième trimestre, de cette année, notre émission parce que voilà, il y avait cette grosse actualité pour, vous 2, parce que vous y étiez tous les 2 avec, Jérôme, hein, au congrès ex situ organisé par Damian. Donc, on va revenir sur ce congrès. On va aussi parler de nouveaux rapports de désinformation promulgués par le Pentagone. Donc, on va faire un petit tour du côté des États-Unis. Jérôme, toi, tu vas nous parler de quelques crop circles qui viennent déjà de fleurir en ce début d'été, sachant que peut-être à la rentrée, voilà, on fera le focus complet avec Umberto Molinaro comme Umberto. chaque année. Mhm. Euh, Plein de sujets ce soir, hein. Le sujet des tic-tac, vous savez, hein, ces fameux ovnis qui ressemblent aux bonbons tic-tac, auraient peut-être été créés par la firme Lockheed Martin. Donc là, Stéphane va revenir sur ce sujet et peut-être nous faire une grosse divulgation. On va faire un tour du côté de la Colombie à Buga, autour des mystérieuses sphères de Buga, et on finira par le film qui fait parler un peu du pied-monde de l'ufologie là, en cette année 2025, le film de Valençol. Voilà pour conclure cette émission. Et on va essayer de faire tenir tout ça dans moins de 2 heures, messieurs. Ça va être difficile. Alors, ex situ, comment ça s'est passé? Alors, NQQ, si tu veux, rappelons-le, c'était un festival qui était organisé par Demian, tu as reçu sur ta chaîne. Donc ça s'est déroulé les 28 et 29 juin dernier à Carcassonne, qui a l'air une très belle ville. Le vieux Carcassonne, il faut absolument le visiter si on aime le Moyen Âge. C'est vraiment très très beau. Donc, pendant ces 2 jours, on a eu une pléiade de conférenciers qui étaient là effectivement pour parler alors autour du phénomène des abductions, hein, parce que c'est un petit peu le thème central. Alors, il y avait un invité d'honneur, hein, l'invité américain, et justement, il est américain, c'est Whitley Strieber, avec évidemment toute une pléiade d'invités et la marraine de ce congrès enfin, était au niveau de la date Marie-Thérèse Desbrosses. Donc, en fait, c'est elle qui a ouvert le bal, hein, justement, de ces 2 jours, où elle a commencé donc justement à nous donner une conférence sur des cas américains peu connus, en fait, hein. Moi, j'avoue, je n'en avais pas du tout entendu parler. Et il s'agit notamment d'un certain Filiberto Cardenas, qui lui est un Sud-Américain qui vivait en Floride et en fait, il a eu des contacts, hein, du troisième type, dirions-nous, où il a rencontré un certain nombre d'êtres qui lui ont délivré aussi un certain nombre de prophéties. Et c'était intéressant parce que justement, ces prophéties, comme beaucoup de choses que l'on trouve en contact avec l'ufologie, beaucoup de témoins, de contactés ou d'abductés en témoignent, eh bien, ce sont des messages avec des contenus écologiques. Et on en reparlera encore à la fin de ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas si toi, Jérôme, tu as quelques détails, si tu te souviens d'un certain nombre de choses, de ce qui s'est passé, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors malheureusement, moi, lors de tout ce congrès, j'étais en régie pour faire les captations vidéo et audio des différentes conférences. Et alors je vais dire, à certains moments, en particularité quand Whitley Strieber est intervenu, il faut savoir que pour l'organisation de ce festival, Demian avait fait les choses bien, puisque effectivement il y avait Whitley Strieber, un Américain, qui ne parlait pas français. Et donc Demian avait proposé pour le public un système de casque audio avec, justement en régie des traductrices pour pouvoir, traduire, justement les conférences notamment de Whitley, et puis en En inversant ensuite, voilà, du en français inversant vers l'anglais. ensuite, voilà, pour traduire, pour Whitley, tout ce qui était dit en français. Donc moi, j'étais à côté des traductrices, donc
c'était un petit peu gênant pour moi de comprendre, les intervenants français parce que j'avais l'écho de de tout ce qu'ils disaient en français en anglais juste à côté de moi, donc c'était un petit peu perturbant pour suivre vraiment, être bien concentré, sur les conférences notamment de, bah, comme tu le dis, de Marie-Thérèse, donc j'ai pas pu tout comprendre dans sa globalité. Voilà. Ouais. Mais comme j'ai fait les captations, comment Démian va gentiment me les retourner pour que je puisse enfin les voir, posément. Voilà, bon, bah, tu verras, c'était effectivement très intéressant. Mmh. Bon, le deuxième invité, bah, évidemment, je vous l'ai déjà, dit, c'était Whitley Strieber. Bon, Whitley Strieber, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain, spécialisé dans le fantastique, qui a écrit des ouvrages comme Wolfen, Cat Magic et cetera, adaptés aussi au cinéma, Les Prédateurs aussi, avec Catherine Deneuve et David Bowie. Et en fait, à la fin des années 80, il a commencé à avoir des anomalies dans sa vie, à avoir des choses bizarres aussi à son domicile, sa maison dans la forêt. Et bah, en fait, il va commencer à voir des choses, à ressentir des choses particulières qu'il relatera dans ses 2 premiers ouvrages que sont Communion et Transformation. Sont les 2 seuls ouvrages à être traduits en français pour l'instant. Je vais y revenir après. Et donc en fait, bah, il va relater ses premiers contacts justement avec des gens, venant d'ailleurs, qui sont en fait des êtres de nature, grise, hein, les fameux petits gris, mais pas seulement, mais essentiellement. Et donc effectivement, bah, c'est quelqu'un, qui a parlé, bah, de son implant, à une oreille que j'ai pu voir de près. Il a, alors cet implant a été détecté justement par imagerie médicale, puisqu'il nous a montré, ces documents-là lors de la conférence. Et puis, bah, il nous a aussi expliqué pourquoi il n'avait jamais voulu faire retirer cet implant, alors que sa femme justement à l'époque le lui demandait. C'est que en fait, cet implant lui permet de rester en contact avec ces êtres, hein, les gris, qui l'ont enlevé. Et il nous a raconté que la nuit, en fait, il reçoit un certain nombre de messages et il se lève aux alentours de 3 heures du matin à peu près, qui est d'ailleurs une heure, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les cas d'abduction et d'observation d'OVNI, pour ceux qui connaissent bien le sujet. Donc effectivement, il se lève la nuit et il reçoit un certain nombre de messages dont il a, effectivement, fait un ouvrage, hein, son dernier ouvrage qui n'est pas encore traduit en français, mais qui sera très, prochainement. Voilà, donc l'année Mmh. prochaine, puisque ça a été annoncé à la fin du festival justement, voilà. Et d'ailleurs, c'est grâce à Egon Kragel justement qu'il y aura une version française de cet ouvrage qui n'existe qu'en anglais pour l'instant. Voilà. Mmh. Et je tiens à préciser, Stéphane, heu, Ouais. c'est Marie-Thérèse qui m'expliquait ça. En fait, il faut savoir que son premier ouvrage Communion a eu énormément de succès puisque, Mmh. bah, dans les librairies américaines à l'époque où il est sorti, il était mis en avant en vitrine. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de petits gris, hein, c'était pas du tout Mmh. d'actualité, hein. Aujourd'hui, bon, pour ceux qui s'intéressent à l'ufologie, les principales entités, exogènes, bah, enfin, on imagine toujours ça, comme des petits gris, hein, mais à l'époque, c'était très peu connu et le fait d'avoir, mis sur la couverture de son ouvrage, le visage de ces entités, ça a interpellé beaucoup de monde qui passait devant les librairies et qui voyait l'ouvrage, qui voyait ce visage et instinctivement, ils rentraient dans la boutique pour acheter l'ouvrage parce que ça leur disait quelque chose, inconsciemment et Ouais. j'ai trouvé, ça très intéressant puisque, bah, apparemment beaucoup de personnes, seraient abductées sans le savoir, mais Mmh. inconsciemment, le fait de voir ce visage, ça les tiltait, quoi. Oui, et je rebondis sur ce que tu dis. En fait, on a eu un cas similaire en France avec, Jimmy Guilleux, donc, écrivain et ufologue, qui avait écrit, à la fin des an non, en 90, il est sorti en avril 90, son ouvrage IBI Alerte rouge, qui est donc un roman, hein, mais avec tout un tas de parties véridiques, nées d'un certain nombre d'enquêtes et de témoignages américains, où justement il mettait sur la couverture de l'ouvrage 2 têtes de petits gris, dessinés, dont un poilu justement. Et en fait, bah, cette couverture avait aussi attiré l'œil d'un certain nombre de personnes en France, bah, à qui ça parlait justement, encore une fois, de manière inconsciente. Mmh mh. Donc voilà, et c'est comme ça que, bah, ils ont rencontré Jimmy Guilleux, ils ont pris contact avec lui pour des enquêtes et témoigner de ce qu'ils avaient vécu aussi de leur côté, voilà. Donc c'est pas complètement innocent de mettre un certain nombre de choses comme ça sur des couvertures d'ouvrages. Voilà. Voilà, cette, couverture-ci, pardon, cette, couverture-ci, Si, C'est très ça. bien, Mmh. tout à fait. exactement. Je l'ai aussi, mais il est rangé dans un coin, donc voilà. Ouais, moi, comme il est un peu abîmé, il est cellophané pour pas qu'il bouge. Ouais, ouais, des ouvrages d'époque, très intéressants à lire, et Billy Rouge, hein. Voilà. Exactement.
Alors, donc effectivement, Whitley Strieber, c'était très intéressant. Ce qui était intéressant, c'était aussi un peu les apartés qu'on a pu avoir les uns et les autres sur quelques questions. Voilà, donc c'était très intéressant de le rencontrer et effectivement son nouvel ouvrage qui va sortir, alors j'ai oublié le titre, hein, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, ça parlera effectivement de ses derniers témoignages, de ses messages et ça fera notamment enfin ça portera notamment sur les civilisations antiques aussi, civilisations du passé, dans lesquelles justement, bah, il y aurait pu y avoir des contacts avec des gris. Donc ça aussi, ça va m'intéresser. Voilà. Donc Whitley Strieber, qu'on retrouvera, le lendemain. Ensuite, on a eu une conférence donc, de 2 personnes du MUFON. Alors évidemment, on a Jenny Charriot, qui est connue et aussi Éric Barouillet, qui sont donc 2 enquêteurs du MUFON qui ont effectivement, présenté un certain nombre de résultats de leurs enquêtes, notamment sur les implants. Voilà, et ça faisait très bien le lien avec ce que nous avait dit, Whitley Strieber. Donc en fait, il était question d'implants, d'effets physiques aussi, liés à leurs enlèvements. Voilà et bah, on a eu d'ailleurs des photos comme ça d'implants extraits de doigts, d'autres zones du corps, voilà donc c'est intéressant aussi, hein, effectivement. Alors après, on a eu un autre intervenant, toujours là aussi pour, représenter une association, c'était Nicolas Dumont. Alors Nicolas Dumont qui lui est psychologue et qui a cofondé le CERO France, qui est donc l'association qui effectivement, s'intéresse, aux personnes qui ont vécu des abductions ou qui prétendent avoir vécu des abductions et bah, évidemment, le but, c'était d'avoir des psychologues pour les aider. Déjà, d'une part, parce que quand on a été enlevé contre son gré, bah, évidemment, ça laisse souvent ce qu'on appelle un stress post-traumatique, qui a été mis en avant à l'époque par John Mack, grand psychiatre américain diplômé de Harvard, qui a laissé 2 ouvrages qui sont absolument à lire, hein, qu'on trouve en français, dont un en poche d'ailleurs chez J'ai lu. Donc effectivement, il est venu justement pour témoigner un petit peu de ses enquêtes, de son implication sur le sujet et c'est aussi quelqu'un qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Clinique des abductions. Voilà. Donc effectivement, je recommande vraiment à tout le monde de lire Clinique des abductions si vous êtes intéressé par le sujet, parce que c'est un ouvrage sérieux, dense, avec des exemples. Donc voilà, un autre ouvrage aussi intéressant à lire. Et puis, bah, cette première journée, s'est close le soir par une avant-première au cinéma de Carcassonne. Nous avons eu le plaisir effectivement de participer à une avant-première du film Valençol 1965. Bon, alors en plus en compagnie donc de Dominique Filol qui est son, scénariste et réalisateur. Voilà, donc il y a eu des échanges dans la salle après. Je pense que le meilleur compliment, il émanait de Whitley Strieber qui d'ailleurs l'a dit en anglais dans la salle. En fait, il a dit qu'il aurait aimé avoir un réalisateur comme lui pour son film Communion, qui était adapté de son premier ouvrage sur le sujet. Voilà, donc il a vraiment aimé ce compliment et ça lui est allé droit au cœur. Voilà. Mmh. Et d'ailleurs, on reparlera un petit peu de Valençol tout à l'heure, mais c'est un film qu'il faut voir, hein, et bien évidemment. Voilà, donc ça a clôturé la première journée en beauté, si j'ose dire. Et ensuite, sur la deuxième journée, eh bien, nous avons commencé avec une conférence d'Egon Kragel, qui lui nous a parlé d'un certain nombre d'abductés, essentiellement américains d'ailleurs, et surtout de leurs messages. Parce que ce qui était intéressant, c'est que, beaucoup justement d'abductés ont des messages quand on le décortique, quand on l'analyse, avec un contenu qui est de nature écologique. C'est-à-dire, voilà, préservez votre planète, elle est fragile, ne la polluez pas, ne jetez pas de bombes, notamment de bombes nucléaires. Ça aussi, c'est quelque chose de récurrent dans le message. J'en parle dans le livre que j'ai coécrit avec Didier Gomez. Donc effectivement, voilà, il a mis ça en avant, il nous a donné, plusieurs exemples, donc c'est extrêmement intéressant aussi. Ensuite, on a eu un youtubeur que j'avoue que je ne connaissais pas du tout, dont le pseudonyme est Borvo et c'est quelqu'un qui nous a parlé de ses dédoublements, et du fait qu'il avait eu ce qu'il appelle lui des chirurgies astrales, hein, donc sur le corps astral, c'est-à-dire le double fluidique du corps humain, fait par des entités venant d'ailleurs, donc éventuellement exogènes. Voilà, donc c'était un témoignage, hein, aussi. On a eu ensuite une conférence de Yann Karoff, hein, qui nous a parlé donc, de l'analogie entre les, états de mort imminente et ce qu'on appelle, bah, les rencontres rapprochées, hein, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des points communs et ce qui avait été mis à l'époque, en lumière par un psychologue américain qui s'appelle Kenneth Ring, dont les ouvrages ont été traduits en français, hein, ça s'appelle Projet Oméga.
Et donc, bah, en fait, c'est ça. Il analysait un petit peu les convergences au niveau des discours et des niveaux des choses au niveau, pardon, des choses vécues par, par les personnes, les expérienceurs, hein, que ce soit, dans les états proches de la mort ou effectivement au niveau donc des abductions. Donc là aussi, c'était intéressant de rappeler ça. Même si effectivement, il est difficile d'en tirer des conclusions. Si ce n'est que peut-être, il y a une espèce de phénomène initiatique planétaire qui est en train d'agir à notre époque, en masse, et ça aussi, ça peut être extrêmement intéressant, pour le futur. Voilà. On a eu ensuite une conférence de Bertrand Méheux, qui a écrit donc des ouvrages sur, bah, le rapprochement entre la science-fiction et bah, tout ce qui relève donc des abductions, de toutes les thématiques, on va dire, OVNI, hein, pour parler rapidement. Voilà. Alors, après évidemment, c'est difficile d'en tirer des conclusions parce que est-ce qu'il faut sous-entendre que les récits des abductés modernes dérivent de la science-fiction, qui émanent parfois du début du XXe siècle, hein, dans les pulps, dans certaines émissions radiophoniques. On se souvient tous de celle de, La guerre des mondes, hein, en 1938 avec Orson Welles. Voilà, bon, c'est un petit peu difficile de tirer des conclusions là-dessus, mais en tout cas, il y a bien une influence. Après, dans quel sens? Voilà, c'est là où est le débat. On va pas l'ouvrir aujourd'hui. Et puis, bah, ces 2 jours se sont terminés par l'après-midi, une table ronde avec un certain nombre donc de participants, donc Whitley Strieber, bien sûr, Marie-Thérèse de Brosse, Egon Krakl, et c'est animé par Yann Karoff. Voilà, donc il y a eu des échanges effectivement autour des sujets, des abductions, des ovnis, etc. Donc tout cela venait un petit peu conclure ce congrès qui était très intéressant, avec beaucoup de rencontres avant, pendant, après les conférences. Il y a eu des dédicaces aussi qui étaient intéressantes, notamment avec Wesley Strieber. Voilà, donc j'ai fait dédicacer mon exemplaire, mon vieil exemplaire de Communion, son premier livre. Voilà, donc c'était extrêmement intéressant. Je sais pas si, et puis surtout tout ce qui s'est passé autour, hein, dans Il les il y restaurants, les soirées, les Oui, il y spots. avait aussi, une fameuse expo, on en a parlé, dans le dernier Mimi Oui, avec, Gégé, heu oui, l'expo Gigi, voilà, hein, exactement. qui retraçait, voilà, On ces dégaine tous les 2, Antoine. ouais, exactement, Vous avez vos ces B exemplaires, c'est très bien. ces BD, des années 70, C'est qui, ça. beh, qui retracent, les cas les Alors, plus, merci. intéressants. Ouais, alors merci de me le rappeler, parce qu'effectivement, j'allais l'oublier. Alors, Demian m'avait demandé effectivement de créer une expo comme ça, à partir justement d'images de cas d'abduction qui sont relatés dans les BD de Lob et Gigi. Ah, du coup, Donc, il y a eu comme ça. c'est toi qui as créé l'expo, Stéphane? Alors, moi, j'ai fait les commentaires, j'ai sélectionné quelques D'accord. images, et Oui, puis mais ensuite, bah, c'est Demian a fait la production, hein. oui, oui, Mais d'accord. voilà, il m'avait demandé ça. Et puis, bah, il y avait une autre expo, c'était aussi autour de Whitley Strieber, hein, sur sa biographie, ses livres, ses films. Donc, on avait ces 2 expos qui étaient effectivement dans l'une des salles, où il y avait effectivement, bah, notamment le bar, hein, si j'ose dire, et puis bah, les gens du Sceau qui étaient aussi présents pour justement bah, présenter les livres un peu anciens, mais on en reparlera une autre fois, effectivement, du Sceau. Voilà, donc je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jérôme, sur ces 2 jours? Non, c'était super. Moi, j'ai passé 2 jours, extra. Ouais. Voilà, comme Et la visite à Carcassonne, la et vieille la visite cité, de c'était Carcassonne fabuleux. que voilà, on a fait ensemble, le dernier soir, hein. Moi, je me suis dit: «Mince, je suis à Carcassonne pour 2-3 jours et je vais même pas avoir la chance de visiter cette cité médiévale» et puis Et tu m'as dit: voilà. «Mais non, on y va ce soir» et hop et on a eu En voilà, fait, sur les 4 jours, j'y suis allé 3 fois moi, donc ah avec ouais, des ouais, non, amis. il faut vraiment On a si profité. vous passez Alors à proximité de Carcassonne, faut aller voir cette cité parce qu'elle est magnifique, quoi. Mmh. j'avais une Exactement. question, parce qu'il me semblait, lorsqu'on avait reçu, Damian, qu'il nous avait parlé de témoignages de personnes, soit en vidéo, ou soit même dans la salle qui donneraient, leurs propres témoignages, Oui, d'abduction. Il y a ça a été le cas, hein. Il y avait, comme tu le disais Stéphane, après l'intervention de Borvo, enfin, il nous a comment diffusé un petit documentaire où justement il Oui. y avait les témoignages de 3 personnes dont son témoignage et les personnes étaient présentes justement, enfin, il y avait, au moins une des personnes que j'ai rencontrées qui était, Dans la salle, oui, tout à fait. voilà, qui était dans la salle. Mmh mh. et lequel des témoignages, du coup, vous a le plus marqué à vous, qui est vraiment peut-être le plus, significatif par rapport à ce festival, à ce congrès?
Difficile à dire. Moi, en tout cas, j'étais intéressé par le témoignage de Borvo, que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai écouté ça avec attention. À voir. Alors, j'ai pris son livre, que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais je vais l'emmener en vacances dans quelques jours. Donc, voilà, je vais essayer de me plonger dans ce récit et ce qu'il a vécu, parce que je ne connaissais absolument pas cette aventure. Moi, c'était le témoignage de je m'excuse, je ne me rappelle plus son prénom, qui était qui était au gîte, de Demian, avec ses enfants justement et on a discuté, un soir ensemble et oui, elle me disait que ça poursuivait un petit peu, aussi ses enfants et aussi, Mmh. ça avait été le cas aussi avec ses parents et voir ses grands-parents donc on en revient toujours, à ce même phénomène qui apparemment est transgénérationnel, quoi. Et oui. Et d'ailleurs, Whitley Strieber en a parlé de ça aussi. Oui, L'effet exactement. transgénérationnel, parce qu'il a aussi montré un document de son fils lorsqu'il était enfant, où il écrivait un certain nombre de choses qui faisaient référence à des êtres venus d'ailleurs pour l'enlever. Donc, voilà. Mmh. Bon. Mmh mh. Bref. OK, Alors, donc rendez-vous, c'est quoi? C'est 2029, Oui, je crois? Demian en a parlé, je crois qu'il fera ça en 2029. ouais, c'est Mmh. ça. Pour un 2028, on prochain sera sur l'étrange rendez-vous, 3e session et 2029, ex situ, 2e session. C'est ça. Voilà. bon, Et Mais peut-être on même fera vérifier bien. 2027, je crois, hein. Mais bon, mais c'est peut-être 2028. Ouais. connaissant l'organisation, c'est très lourd et on peut pas faire ça tous les ans, hein. Mmh. C'est évident. Très bien, mais merci pour ce récap, hein, Stéphane, très très précis, quoi, ça voilà. Bon, c'est clair qu'on aurait aimé y être et on espère que Demian fera quelque chose de ces captations que tu as faites, Jérôme, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas pu y participer et par contre, ça valait le coup d'être présent. On essaiera de le tanner au corps à Demian pour voir s'il en fait quelque chose. On va changer de continent, Stéphane. On va passer du côté du Pentagone parce que là, Ouais. il y a des nouveautés depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Alors, effectivement, le 6 juin de cette année, le Wall Street Journal a donc sorti un article justement reprenant un communiqué du Pentagone dans lequel effectivement, enfin selon lequel l'armée utiliserait le sujet OVNI, hein, ou PAN, hein, ou UAP, on utilise le terme américain, comme un écran de fumée depuis les années 50 pour masquer des programmes d'armement secret. Le but étant effectivement de désinformer en quelque sorte, hein, les ennemis de l'époque, hein, pendant la guerre froide, c'est-à-dire les soviétiques, hein, à l'époque, et les Chinois. Voilà, bon, ça n'a pas beaucoup changé malheureusement. Mais en tout cas, voilà, l'idée force, ce serait que le Pentagone aurait désinformé en faisant passer pour des ovnis, ce qui étaient en fait des prototypes d'armes américaines, et notamment de la fameuse zone 51 dont on a beaucoup parlé, mais pas que. Et du coup, ensuite, l'armée de l'air aurait, toléré un «bizutage» entre guillemets auprès de ces nouvelles recrues et le cadre de ce bizutage, ce serait, de transmettre une information ou des informations sur des programmes secrets de récupération de technologies, extraterrestres, exogènes, hein, peu importe le terme. Et en fait, beaucoup de personnes bizutées, hein, justement le cadre de l'armée, des services de renseignement, beaucoup auront cru à tout cela et en fait, le programme aurait pris fin, selon le Pentagone, en 2023. Bon, et en fait, dans cet article du Pentagone, on prend l'exemple de Robert Salas pour justifier cette théorie. Alors, je vous donne un extrait, hein, de cet article. Il y a une gigantesque opération de dissimulation, non seulement de la part de l'armée de l'air, mais aussi de toutes les autres agences fédérales compétentes en la matière. Nous n'avons jamais été informés des activités en cours. L'armée de l'air nous a coupé de toute information. Bon. Alors, évidemment, on peut avoir un regard critique sur cet article, puisque bien évidemment, il est certain que, là, on peut parler de désinformation, hein, effectivement. Alors en France, ça a été repris par Le Point, hein, notamment, qui en a parlé un petit peu de cet article et c'est vrai que, on est un petit peu habitué, quand on connaît bien le sujet, à voir, comme ça régulièrement des campagnes de désinformation sur le sujet OVNI qui sont effectivement là pour, casser l'image, d'un domaine sérieux. Alors pour les plus âgés d'entre nous, souvenez-vous, il y a, maintenant pas loin d'une trentaine d'années,
il y a même 30 ans, quasiment aux environs de 1995. On a beaucoup parlé, du retour sur Roswell à ce moment-là, d'un certain nombre de témoins, de livres sur le sujet, voire même de films. Et il se trouve qu'on a eu 2 campagnes de désinformation à l'époque, émanant donc, de l'État américain, du Pentagone. Le premier, c'était effectivement pour désinformer le crash de Roswell, en disant qu'il s'agissait de ballons météo, ballons, Mogul, que effectivement l'armée de l'époque a mis, en photo. On se souvient tous de cette une du Daily Roswell Report, du 8 juillet, si ma mémoire est bonne, où on montrait un militaire américain avec des restes, qui pour lui étaient des restes d'un OVNI, mais en fait il s'agissait donc d'un ballon météo, qui avait de l'aluminium, des choses comme ça, alors qu'effectivement, ils auraient récupéré d'authentiques artefacts. Bon. On va pas revenir sur Roswell, ça nous emmènerait trop loin, mais en tout cas, c'était une première campagne de désinformation et en 1997, il y en a une deuxième qui impliquait justement, les récupérations d'humanoïdes et on nous a tout simplement parlé de crash test de mannequins pour justement utiliser ces fameux ballons, bref, ça aurait été des tests, bon, ça tient pas la route une seule seconde, hein, pour qui connaît le sujet, mais on avait déjà des campagnes de désinformation à l'époque émanant du plus haut niveau de l'État et du domaine militaire, hein, du secteur militaire. Donc c'est pas nouveau. C'est juste une remise, au goût du jour, hein, de des informations, d'infox, pour utiliser le terme français, et non pas fake news. Donc voilà, donc après chacun en pense ce qu'il veut, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a très vraisemblablement des engins d'origine exogène, en tout cas quelle qu'en soit l'origine, qui ne sont pas terrestres. Maintenant, on verra avec le sujet suivant, peut-être aussi qu'on a récupéré et développé certaines technologies, à partir de technologies exogènes. Voilà, on va en reparler tout à l'heure. Alors est-ce que c'est pas un peu l'objectif, justement alors je sais pas si c'est le Congrès américain, en tout cas un organisme américain. En ce moment, on a l'impression que justement, il y avait de plus en plus de divulgation qui était en train de se faire, hein, à travers Exactement. les dernières émissions qu'on a faites ensemble. Donc est-ce qu'ils ne se sont pas pris peur en se disant: «Oh, c'est en train de prendre une mauvaise direction». Il va peut-être falloir remettre, les pendules à l'heure, quoi, à leur heure à eux, en sortant ouais, cette histoire de bizutage, c'est énorme. Quand tu réfléchis, c'est énorme. Cette histoire de bizutage, pour faire une belle désinformation sur le sujet et puis, calmer un peu les ardeurs de la population qui veulent en savoir plus sur le sujet. Bah, la réponse est dans la question, Ah hein, oui. j'allais effectivement y venir. Il est évident qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les années 90, ces théories, de désinformation sont sorties parce qu'on parlait beaucoup de Roswell et des récupérations, d'artefacts et de matières biologiques. Et d'ailleurs, c'est, David Grush qui en a parlé, récemment en témoignant devant le Congrès et qui d'ailleurs, devrait retémoigner en septembre, donc on en reparlera en fonction de la date de la prochaine émission. Donc lui a parlé justement de témoignages d'artefacts, hein, issus des crashs et aussi alors je sais plus quel est le terme précis, de produits biologiques, je crois que c'est ça, sous-entendu, hein, pour désigner la récupération de corps, hein, d'origine exogène. Donc ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, si on remet les choses dans leur contexte, peut-être que certains sont allés trop loin et à un moment donné, il y a une campagne qui porte le balancier en mouvement inverse, hein, pour essayer encore une fois de semer le froid et le chaud, hein. Donc, en fait, le grand public, à un moment donné, ne sait plus quelle est la vérité. On retrouve aujourd'hui dans d'autres sujets, notamment au niveau politique, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a du vrai, il y a du faux, il y a du semi-vrai, du semi-faux, il y a des vérités enrobées de mensonges et inversement. Donc, celui qui ne connaît pas bien le sujet, qui n'a pas creusé certains dossiers, à un moment donné, il va finir par tout rejeter en masse en disant tout ça sont des bullshits, hein, pour reprendre le terme américain, c'est-à-dire des bêtises, pour pas dire autre chose. Donc voilà, Mmh. Oui et puis c'est tellement plus facile de se raccrocher à des fausses vérités qui rassurent. bien sûr. Voilà, c'est donc forcément, on va mettre 5 ans à essayer de faire évoluer le sujet et puis en 1 semaine, il suffit de balancer une grosse contre-vérité et puis tout le monde va s'y raccrocher dessus, et Voilà, en puis, disant c'est tout la va vérité. filer, voilà. C'est la vérité, exactement. Évidemment, le dernier qui a parlé, en général, a raison, hein, n'est-ce pas? Mmh. Toujours.
même s'il dit des bêtises. Mmh. Exactement. Ouais, mais pourtant, il suffirait tout simplement que les personnes s'intéressent à un autre phénomène récurrent. Voilà, tous les étés, on a un phénomène qui fleurit, dans nos campagnes, dans les campagnes anglaises, logiquement dans les campagnes du monde entier, mais on en parle surtout, voilà, en Angleterre, en France, aux États-Unis. C'est vrai que j'ai très peu entendu parler de crop circle, parce que c'est de cela dont il s'agit, dans des pays, africains, asiatiques, alors soit c'est parce qu'il y a moins de publicité autour de ça, moins de chercheurs autour de ça dans ces pays-là, soit c'est parce qu'il y a une autre raison, ils sont concentrés, peut-être que tu as une réponse là-dessus. En tout cas, Jérôme voulait, venir sur deux cas là qui sont arrivés, cette année, quoi, cette année, cet été même. Et oui, notamment un cas en Allemagne. Comme tu le dis, hein, c'est assez rare, hein, parce que souvent on parle des crop circles en Angleterre et là, il y a un j'ai trouvé ce crop, magnifique, un super crop en Allemagne. Alors je vais vous partager la photo de ce crop. Voilà, alors, c'est un crop, tout récent, hein, parce qu'on enregistre aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet et il est apparu le 22. Donc, moi, quand j'ai vu tout de suite l'image de ce crop, vous le voyez, hein? Oui. Ouais, on voit une belle molécule du sida Ça ressemble un petit peu à ça. Ou une C'est mine les antipersonnelle. ou une ou mé les aussi les aussi. ou les boules du Moyen Âge là, tu sais, qui étaient accrochées au bout Ah, d'une chaîne là. Oui, les fléaux, les feux Voilà, d'armes, ouais. voilà. Mais, moi, tout de suite, quand je l'ai vu, heu, pour avoir un œil un petit peu averti sur les crops, maintenant, je vais pas dire que je sais reconnaître les vrais défauts, mais je veux dire celui-là, pour moi, il y a pas photo, c'est un vrai. En plus, il a été, très, très peu médiatisé. D'autant plus qu'il est apparu en Allemagne, ce qui est assez peu commun et quand tu vois la perfection de ce crop, et que tu vois en même temps, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais autour des fameux ouais, pics de cette boule, de cette boule, hein, on voit bien comment je dirais le fait que espèce les un blés soient effet couchés d'ombre. voilà, un effet d'ombre, hein, Ouais, le fait que les blés soient couchés d'un côté ou de l'autre, ça c'est de notre typique côté des aussi. vrais crops. Mmh. Alors il est apparu, si je vous dis pas de bêtises, à l'ouest de Munich, heu et donc n'essayez pas d'y aller parce que, bah, là, j'ai vu des vidéos passer, le cultivateur a tout rasé. Parce qu'il a commencé à prendre, trop d'ampleur au niveau des personnes passionnées de crop, il y en a aussi en Allemagne et tout le monde allait voir dans le champ et le cultivateur en a eu marre et là, il a passé la débroussailleuse et donc il a tout rasé là, au bout de 2 jours, donc voilà. Donc mais quand on le voit, on voit qu'il est d'une perfection et alors ce qui est très, très, très surprenant, je vais vous faire défiler les photos, c'est qu'il y a un crop qui est apparu, aussi en Allemagne, il y a 20 ans de cela. Alors voilà, on a une vue un Au petit même endroit? alors pas forcément au même endroit, mais dans la même région, si je Mmh. dis pas de bêtises. Voilà, vous voyez, ce crop une vue aérienne, différente, on voit bien que bon Ah, on dirait la représentation du premier mais en 2D. oui, bah, Je sais alors pas si là c'est le même, hein. C'est le même mais vu, sous un autre angle. ah, c'est le même que le D'accord. premier. Ouais, c'est le Ah même oui, que je vous fais d'accord. voir mais sous différents angles et voilà, je suis tombé sur cette photo. Il faut savoir qu'il y a 20 ans exactement, en juillet 2005, est apparu un crop. Alors regardez la différence entre les 2. Je trouve ça assez sympathique. Bah, il a Très des intéressant. des pics qui ont poussé. Bah, oui, parce Il a que là, grandi. on est sur, on va dire 3 pics et 3 autres pics. Là, c'est plus 5 et 5. Mmh. Voilà et il y a un Ce autre serait crop intéressant pardon, oui? vas-y, vas-y. Non, non, dis-moi Stéphane? Non, je dis, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'Umberto Molinaro, qui connaît bien le sujet, sur Eh oui. justement l'évolution de ce crop circle dans 20 ans, tu vois? Mmh mh. Mais ça, Ah, on aura l'occasion d'en reparler, je présume avec Antoine lorsque nous ferons notre petite émission, annuelle, spéciale crop avec Umberto. Et puis il y a eu aussi un autre crop, pour moi c'est pareil, j'ai pas l'impression que ce soit un faux, parce que lorsqu'on voit la complexité de celui-ci et la beauté aussi, hein, voilà. Vous voyez, on est un petit peu sur, je dirais une fleur de vie, où les traits ont été un petit peu plus marqués pour nous représenter une araignée. Ouais, ou un poulpe.
On est plus sur une araignée avec ses 4 pattes d'un côté, les 4 pattes de l'autre, hein, une belle arachnide avec la petite tête Mmh. et les 2 petits crochets là. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en 2005 là, moi je tombe sur 2 cropes, Tu s'il y a tu un sais que c message, ça va piquer quoi. si oui, Ouais, oui, très bonne conclusion. Hein? Je sais pas. celui-ci là, si tu le tournes à 90° vers la gauche, Ouais. hop, je le ferai au Ah, ça fait montage. une petite tête d'alien aussi. Je me suis fait la Ouais, réflexion Exactement, tout à fait. ouais. le corps de cette araignée, ouais, en effet, hein, si on Ça fait une belle tête de grille, ouais. Mmh. ouais, une belle petite tête de gris aussi. Celui-là, pareil, je l'ai trouvé assez complexe parce qu'on voit bien les traits très fins, pour représenter un petit peu cette fleur de vie et je dirais en reprenant ces traits plus marqués, plus élargis pour faire cette forme, arachnide. Mmh. Je le trouve très, très beau aussi et pour moi, c'est difficilement, réalisable humainement, en très peu de temps, comme on sait que les crops sont faits en très peu de temps, hein. Là, pour faire un crop, alors j'ai pas les dimensions, mais lorsqu'on voit les espacements, vous savez, les roues de tracteur là, hein, qui font à peu près 20 mètres, entre chaque, espacement, là, on est sur un beau crop qui fait, environ 80 mètres quoi, 80, peut-être 100 mètres quoi. Tu vu Et qu'il y a une il y a une tête de lapin là qui sort de la bouche, de l'araignée? Bon, c'est mon côté pareidolie, hein. Regarde, là, on voit les 2 oreilles, les 2 petits yeux. bon, l'araignée Un accouche d'un lapin. un petit lapin blanc, Antoine? Oui, un petit lapin blanc, bien sûr. Et là, quand même, où je vous rejoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, quand on regarde bien les pattes, en fait, on a une précision absolue parce qu'on a des pattes qui sont assez grosses, au niveau du corps ou de la tête et qui ensuite Se se rétrécit. ramifient, deviennent, voilà, beaucoup plus fines Mmh. et ça, je pense que ça doit pas être si simple que ça à faire quand même, hein. Et regardez au niveau de la queue de l'abdomen de cette araignée, on devine le tressage qui a été réalisé Ouais, et ça, c'est typique des vrais crop aussi. Vous savez, exactement. tu vois l'espèce de tressage que l'on voit là? C'est-à-dire qu'ils ont Mmh. pris des touffes, dans un sens, remis dans un autre, remis dans un sens pour faire ce tressage. On devine les petits carrés là, Ouais, donc pour moi, ça, c'est aussi, le c'est signé. c'est signé, exactement. Mmh. Tout Mais à fait. entre, ce crop avec ses boules, et ses pointes et puis, cette petite araignée, c'est ce que je me suis dit: «Oh là, ça va Mmh. peut-être piquer en 2025». Voilà. Et J'espère Stéphane, qu'on nous annonce pas, Sachant oui, que les pardon? araignées ne piquent pas, elles mordent, hein, excusez-moi. Oui, tu as raison. Oui, Antoine? ouais, du coup, tu aurais une explication, sur le fait que, voilà, les crop apparaissent surtout dans des zones, Alors, toujours à peu A près les avant mêmes? de te répondre, je voulais poser une question à Jérôme. Est-ce que tu sais, en Allemagne, si à l'endroit où on a retrouvé les crops, hein, celui d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une proximité de mégalithes, de pierres levées, Pas du tout, pas du tout. J'ai pas eu le temps de me renseigner. Je t'avouerai que D'accord. j'ai préparé le sujet, je les ai vus passer, cette semaine et je me suis dit: «Bon, ça serait bien de les diffuser lors d'autres enregistrements», mais j'ai pas eu le temps de creuser, et je pense qu'on va creuser un petit peu plus le sujet avec Umberto, OK, parce que justement, pour répondre à Antoine et on en reparlera avec, Umberto Molinaro, effectivement, en Angleterre, on sait que ces agroglyphes, pour utiliser un terme français, bah, effectivement, on les trouve beaucoup, à Oui, proximité, bah, de mégalithes. Alors évidemment, il y a Stonehenge, hein, bien Stonehenge, sûr, ouais, mais il y a pas que et ça. Il y a Silvergate, vraiment plein de lieux chargés, de lieux sacrés, en Avebury Angleterre. et cetera, Voilà, ouais. exactement. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant d'investiguer et de voir s'il y a pas justement des mégalithes à proximité, peut-être ensevelis aussi, hein, c'est possible. Mmh mh. Voilà, en tout cas, la question demeure et on va creuser le sujet. À vous les amis de nous aider. Voilà. À creuser le sujet, tu parles avec une pelle pour de vrai ou? Ah bah écoute, si tu nous invites en Allemagne, tout frais payé, moi je suis prêt à amener ma pelle, hein. Alors j'ai la localisation très précise en plus, je vous l'ai pas diffusée, mais vraiment les coordonnées, géographiques très précises d'où ce crop est apparu donc écoute, si vous voulez faire une petite virée en Allemagne, hein, c'est pas Mmh. très loin, hein. Voilà, Mais on cherche des donneurs, des gens pour nous subventionner. Mmh. ceci dit, il me semble que tous ceux qui sont un peu férus de, géomagnétisme, et cetera, ont la capacité de pouvoir faire des études aussi sur les cartes, non? À distance? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mmh. Bah, une pièce de plus à verser au dossier, je vais peut-être m'y pencher cet été, tiens, Mmh. pendant mes vacances.
Ah, J'ai ça beaucoup de devrait choses à faire, mais mais je vais fallait rajouter peut-être le encore une chose trouver. sur la liste. Ouais, ça Je devrait vous peut-être enverrai le le lien trouver. Facebook où j'ai les coordonnées précises Ouais, de avec l'apparition de plaisir. ce crop. Voilà, et puis si tu trouves quelque chose du coup Stéphane, on en reparle On en en reparlera septembre. bien sûr, ouais. Ouais, ouais, Mmh. avec plaisir. Eh bien, je n'ai aucune, transition pour pouvoir parler du prochain sujet, mais c'est pas grave, parce qu'on va parler de TikTok. Bah, la transition est toute faite avec le sujet précédent que je mettais en avant. C'est-à-dire Oui, que si on parle effectivement de désinformation, est-ce que il n'y aurait pas aussi parmi comment dire? L'armement avancé, les objets, les aéronefs avancés, nouveaux, produits par les Américains, est-ce que justement ça ne masquerait pas des ovnis? Et est-ce que certains de ces ovnis, de ces pans, est-ce qu'ils ne seraient pas aussi justement issus de technologies terrestres? Bon, alors il y a un journaliste américain, un vrai journaliste d'investigation, hein, parce qu'ils ne le sont pas tous, hélas, et donc en fait Ross Coulthard, qui est très connu dans le milieu, hein, a récemment fait une déclaration surprenante, puisque pour lui, des objets en forme de tic-tac seraient en réalité des objets conçus sur Terre, hein, par la firme Lockheed Martin. Alors, Lockheed Martin, on en parle depuis déjà quelques années dans les milieux autorisés. euh, on sait que il y aurait a priori très certainement, ils auraient très certainement récupéré en fait un certain nombre d'artefacts issus de crash, pas forcément uniquement à Roswell, hein, peut-être d'autres aussi, et tout cela aurait été dispatché à un certain nombre d'entreprises, hein, Lockheed Martin et quelques autres. Lockheed Martin est très connu quand même sur le sujet, et puis bon, près de Coriche, hein, comme dit le proverbe. Donc en fait, si on part de l'hypothèse qu'un certain nombre d'entreprises américaines liées aux nouvelles technologies, aux technologies aériennes, de la défense, etc., si on leur avait confié un certain nombre comment dire, d'artefacts, hein, récupérés, issus de crash, eh bien, on peut penser qu'un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens se seraient penchés sur ces technologies et auraient peut-être réussi à en faire quelque chose. Alors, attention, ça ne veut pas dire que forcément on en aurait fait des aéronefs furtifs, etc., même si la furtivité aujourd'hui est quelque chose d'officiel. On sait qu'il y a des chasseurs américains qui ont développé de la furtivité. Alors, j'ai plus en tête les références, hein, de ce type d'appareil. Vous pourrez les mettre dans les commentaires, hein, quand l'émission sera diffusée. Mais effectivement, on sait que les Américains ont fait aussi des recherches sur ce sujet-là, ce qui n'est peut-être pas un hasard non plus. Mais bon, donc effectivement, on sait que le tic-tac, enfin, un objet en forme de tic-tac a été vu pour la première fois par le pilote américain David Fravor en 2004, qui depuis a beaucoup témoigné, hein, sur les chaînes télé, radio, etc. Donc du coup, cette vidéo, elle a fuité sur la toile et a été diffusée notamment dans les journaux télévisés aux États-Unis. Donc c'est pour ça que depuis effectivement 2004, mais plus encore 2017 à peu près, il y a des vidéos qui ont fuité, notamment avec l'aide d'un certain Luis Elizondo, qui était bien placé aux manettes du Pentagone justement, et qui lorsqu'il est parti, bah, il a diffusé 3 vidéos. Voilà. Et donc en fait, David Fravor a décrit l'engin que lui a vu lorsqu'il était au pilote de son F-35, hein, je crois, en tout cas un chasseur américain. Donc bah, en fait, il a décrit un engin dont les capacités et les manœuvres étaient bien supérieures à celles des technologies américaines connues par ce pilote. Et évidemment, un pilote connaît bien les avions américains, bien entendu, et très certainement aussi les avions d'autres pays. Voilà. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que j'étais au Salon du Bourget cette année, c'était au mois de juin aussi. Là, effectivement, il y avait aussi des démonstrations de vol, bah, notamment du F-35, hein, chasseur américain, du fameux Rafale français, bien sûr, et il y avait aussi l'Eurofighter. Bon, il n'y a pas photo, le plus maniable, c'était évidemment le Rafale. Par contre, bah, évidemment, le Rafale peut embarquer moins d'armement que le F-35 américain, par exemple. Voilà. Bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Ross Coulthard donc, a déclaré: je connais maintenant de façon catégorique, enfin je sais maintenant de façon catégorique que le tic-tac est une technologie de Lockheed Martin, ou provenance de Lockheed Martin. C'est sa phrase. Donc, selon des sources à lui, effectivement, les États-Unis auraient développé donc des technologies électrogravitiques avancées, dans le plus grand secret, bien entendu. Et donc, bah, ces technologies sont des technologies stratégiques. Et selon les mêmes sources de Ross Coulthard, eh bien, la Chine et peut-être d'autres pays
aurait aussi développé donc des avancées similaires sur des aéronefs. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que il est le premier à en parler, à ma connaissance, en parlant d'autres pays étrangers. Parce que les Américains aient développé de la rétro-ingénierie sur des choses issues de crash, bon, on en parle depuis déjà quand même quasiment 30 ans, pour pas dire plus. Bon. Mais le fait que la Chine et peut-être d'autres pays, alors je ne sais pas lesquels, peut-être la Russie, peut-être d'autres, peut-être l'Inde, je ne sais pas, peut-être la France, ce qui m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas, auraient développé justement aussi des technologies assez avancées et peut-être même que ces technologies seraient encore cachées. Voilà, peut-être que quelques-unes commenceraient à filtrer sur des nouveaux appareils, notamment aux États-Unis, mais en tout cas, elles commenceraient à apparaître et peut-être même qu'elles seraient déjà, d'ores et déjà utilisées, mais de façon cachée, secrète. Et que justement, certains, peut-être, pourraient être pris de bonne foi pour des ovnis. Voilà, ce qui est possible aussi, hein. Une méprise est toujours possible. Aujourd'hui, il y a de nombreuses sources de méprise, hein, notamment avec les drones, voilà, les lanternes taille, etc. Bon. Alors évidemment, si on part du postulat que, les États-Unis auraient développé, des technologies, hein, par rétro-ingénierie, bah, ça pourrait aussi expliquer le survol de certaines installations militaires aux États-Unis depuis ces dernières années et notamment pardon, notamment ces fameux drones qu'on a beaucoup vus au-dessus de la base de Langley en Virginie, notamment dans le New Jersey aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en gros à partir de décembre 2023 et en partie aussi sur 2024, voire début 2025. Et d'ailleurs, le président Trump devait en parler juste avant d'être élu, et puis il a cessé d'en parler. Comme si peut-être il avait connaissance justement de l'origine de ces engins. Voilà, donc est-ce qu'il s'agit véritablement de technologies développées américaines, et dont on ne doit pas encore parler? Voilà, c'est une hypothèse, hein, effectivement. Alors, est-ce qu'on Oui? serait sur, des entre guillemets «des drovnis», hein, donc des drones ou, des vaisseaux habités? Parce que lorsqu'on Ah, on connaît les ouais, accélérations, par exemple, du fameux tic tac, hein, s'il ouais, y a un occupant à bord, ça veut dire qu'on la technologie est assez aboutie pour pas que cet occupant, se retrouve, broyé comme un raisin au fond de son siège, exactement. ces accélérations, quoi. Voilà, parce que évidemment, tout le monde sait que, lors d'une accélération, on se prend des jets, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs fois, la gravité terrestre. Donc, bah, évidemment, au bout d'un moment, on est écrasé sur son siège, pour pas dire plus et normalement, au-delà de 9 G, on a le voile noir, le pilote s'évanouit. Voilà, donc évidemment, on peut pas aller au-delà de 9, enfin de vitesse où, on se prend 9 G, c'est-à-dire 9 fois le poids de son corps, sur soi. Bon, alors c'est une bonne question, mais Ross Coulthard n'en parle pas dans l'article, hein, dans l'interview. Donc il est possible que ce soit des drones, hein, tu as raison, qui ne sont pas habités. Parce que pourquoi envoyer des appareils aujourd'hui avec un équipage quand on peut s'en passer? Tu vois? Exactement. Mmh. Parce qu'en plus, en se passant de l'équipage, ça veut dire qu'on a un objet beaucoup plus léger, donc beaucoup plus maniable. On peut peut-être y embarquer des radars, des matériels de détection, voire de l'armement. Donc voilà, tu vois, il n'y a que des avantages à avoir des drones aujourd'hui, hein. Mmh mh. Mmh. Sans compter quand le drone est détruit, bah, on n'a pas de pertes humaines, ce qui est toujours intéressant aussi, hein, bien sûr. Bon, après, tu m'enlèves un rêve de piloter un OVNI. Ah, je crois qu'on sera 2, hein, peut-être même 3 d'ailleurs, autour de cette table virtuelle. Donc voilà. Alors pour revenir effectivement à ce qui s'est passé, hein, en Virginie, on a eu donc des objets inconnus qui ont survolé, voilà, donc la base de Langley pendant 17 nuits consécutives quand même, hein, ce qui est tout de même important. Voilà, on a même eu des chasseurs, hein, des F-22 Raptor qui ont été envoyés sur le site pour le surveiller. Et alors, selon Roscoulthard, à l'époque, ces survols, pour lui, ce serait lié à une action chinoise, c'est-à-dire qu'une puissance étrangère, telle que la Chine, bah, utiliserait une technologie avancée pour surveiller des installations militaires adverses et les ferait passer pour des ovnis. Bon, bon. C'est une hypothèse de Roscoulthard. Bon, C'est le fameux elle gros peut se discuter, ballon hein. c'est le fameux gros ballon, qui a été descendu il y a 2 ans. Je crois, il y avait une espèce comme ça de ballon météo, C'est ça, qui survolait les c'est ça. Il y en a États-Unis, eu qui a été plusieurs d'ailleurs, hein, dont un a été sorti. descendu. Mmh mh. En disant, C'est ça. c'est de l'espionnage chinois.
Exactement, voilà, tu as la bonne référence, c'est bien ça. Voilà, et donc du coup, bah, si c'est vraiment la Chine qui est derrière, eh bien, il pourrait s'agir d'une démonstration de force, en quelque sorte, pour montrer que, bah, elle peut déjouer les mesures de sécurité des États-Unis sans problème. Ce qui est évidemment inquiétant pour les militaires américains. Bon. Alors évidemment, le New Jersey n'était pas un endroit survolé par hasard, hein, puisqu'on y retrouve une base, conjointe McGuire-Lakehurst, qui est une installation, enfin militaire, mais on a aussi une installation importante de la firme Lockheed Martin, qui elle est spécialisée à cet endroit dans les tests de drones et les capacités de renseignement. On y revient, hein, toujours les drones. Alors évidemment, il peut s'agir de surveillance, d'espionnage, hein, aux termes, de Chinois sur les technologies américaines. On sait que les Chinois ont beaucoup espionné les Américains, en France aussi d'ailleurs, hein, et ont ensuite rapatrié les technologies pour les développer chez eux. Ça, c'est pas un scoop, on sait que ça s'est fait, les services de renseignement sont parfaitement au courant de tout ça. Donc c'est une hypothèse, c'est pas impossible. Voilà. Alors, on va faire aussi entrer en ligne de mire un membre du Congrès, un congressman américain qui est Jeff Van Drew, et selon lui, bah, ces drones provenaient d'un vaisseau mère iranien. Tiens donc, il utilise le terme mothership, hein, dans l'article initial, donc vaisseau mère, un vaisseau iranien. Voilà. Alors évidemment, quand on pense à des technologies avancées, on pense tout de suite aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, enfin aux grands pays qui ont des moyens pour développer ces technologies. Pourquoi pas la France aussi, hein, puisqu'on a quand même le Rafale qui est un petit bijou de technologie. Donc bon, pourquoi pas effectivement, alors non, pas l'Iran, parce qu'on se pose quand même des questions sur Bah, l'Iran. Alors cela dit, ils ont développé est-ce que cette guerre des 12 jours n'était pas une couverture pour justement, j'allais y venir. ah, hein, on y vient? Voilà, alors justement, ce qui s'est passé en Iran, c'était évidemment à propos du nucléaire. Bon, Mmh. ils voulaient développer des capacités nucléaires. Certains affirment que c'était du nucléaire civil, pour développer donc des centrales pour chauffer, avoir de l'électricité. Et puis pour d'autres, bah, on était à deux pas ou à deux doigts De la de créer bombinette. des armes. Voilà, exactement. Bon, alors qui a raison? Difficile de le dire. On sait que l'organisme, qui est chargé d'évaluer, hein, effectivement, les progrès, hein, en matière, nucléaire, bon, a priori, n'avait pas complètement tranché dans un sens ou un autre, hein. Bon, mais il peut y avoir des installations cachées souterraines à côté d'installations plus classiques, on va dire, hein. Attention. Alors du coup, est-ce qu'on nous aurait menti? Est-ce qu'il n'y aurait pas des pays qui disposeraient de technologies avancées, mais qui ne seraient pas annoncées officiellement, comme le feraient les Américains d'ailleurs? Bon, du coup, bah, on aurait justement l'existence donc de black programs, hein, donc de programmes noirs secrets, utilisés dans l'armement. Du coup, le fait de mettre en avant ces technologies avancées, bah, ça montre qu'on a une avancée et que donc que d'autres pays sont plutôt dans l'obsolescence technologique et même économique, parce qu'évidemment, ils ont déjà un train ou un avion, de retard sur ces technologies. Donc voilà. Alors du coup, bah, je reviens un petit peu sur l'histoire des drones, mais ça pourrait expliquer pourquoi Donald Trump, justement, comme je le disais tout à l'heure, avait dit être au courant de ces histoires du drone, enfin de drones du New Jersey, mais qui ne pouvait pas en parler à l'époque. Voilà, parce que s'il s'agit bien d'une technologie récupérée par le biais de la rétro-ingénierie, bah, effectivement, il ne pouvait pas mettre en avant, trahir une technologie secrète qui appartenait au pays qu'il dirige, Mmh. bien évidemment. Voilà, il y a donc des secrets à respecter. Alors du coup, ça explique un certain nombre de choses, mais ça n'explique pas forcément tout. Mmh. Il est possible, bien évidemment, hein, que les Américains aient des technologies beaucoup plus avancées que ce que l'on sait officiellement. Ça fait partie du secret, hein, bien évidemment. Ils ne vont pas forcément le mettre sur la place publique. Pendant très longtemps, l'avion espion U-2 américain était une arme secrète. On a eu aussi le SR-71, qui était un avion lui aussi secret, plus rapide, commençant déjà à échapper au radar. Ensuite, on a eu d'autres, hein, le B-52, etc. Bref, on sait que certains avions sont issus de technologies avancées, mais qui arrivent très régulièrement, voilà, tranquillement. Et peut-être que l'armée a aujourd'hui 40 à 50 ans d'avance, voire plus, sur des technologies officielles aujourd'hui. Voilà. Mais est-ce que ce ne sont pas des arbres qui cachent la forêt, quoi? Voilà, exactement. Mmh Tu mh. vois? Donc je suis d'accord. Bon, en tout cas, on peut se questionner. Est-ce que Roscoutard a raison en disant que le Tic Tac serait issu de technologies, américaines, hein, fabriquées par, Lockheed Martin?
Bon, on ne peut pas trancher pour l'instant, c'est très difficile, mais en tout cas, ça pourrait expliquer un certain nombre d'anomalies, mais ça n'explique pas toutes les anomalies. Voilà. Et comme je crois en avoir déjà parlé dans une précédente émission, il n'est pas impossible qu'on ait affaire à la fois à des drones d'origine américaine et des drones d'origine plutôt exogène, et peut-être même des drones chinois d'ailleurs. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Mmh. Ouais. Oui, parce qu'il faut bien avoir conscience de l'avancée, technologique aujourd'hui de la Chine. De mon point de vue, la Chine est sûrement le pays le plus avancé technologiquement parlant. Il n'y a qu'à voir, les annonces officielles et je m'arrête juste aux annonces officielles, hein. C'est-à-dire qu'en plus, il y a toutes celles qui sont derrière. Sur, le fait d'être revenu sur la Lune, c'est pas les Américains qui sont revenus sur la Lune, c'est pas Par des sondes, les tout à fait. c'est pas les Russes, c'est les Chinois. Les Heu, stands chinoises, ouais. revenus, devant, derrière, partout. Voilà. Ouais. Au niveau de la robotique, Mmh. c'est la Chine aussi le plus avancé et je me suis amusé là, pendant que tu parlais à vérifier la différence de superficie entre la Chine et les États-Unis. Allez, tiens, petit quiz, les garçons. Pour vous, lequel des 2 pays est le plus grand? Ah bah, la Ah Chine. bah la Chine. Eh bien, faux. Moi aussi, je pensais. Ah bon? Eh oui. Les États-Unis a une superficie de 2,4 supérieure à celle de la Chine. Donc Ah ça oui, bon, ça se tient ça pas se beaucoup touche quand même, hein. à pas grand-chose, mais ça signifie que, statistiquement, s'il y a eu des ovnis qui sont tombés sur le sol américain, vu la superficie de la Chine, il y a aussi de fortes chances que ça ait pu arriver, Ouais. en Chine. Tu vois? Sans parler, bien entendu, de tout ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'espionnage industriel et cetera, qui est complètement, avéré. Donc oui, aujourd'hui, comme ils mettent pas encore leur drapeau sur, sur les objets, on sait plus trop de quelle origine, sont-ils. Oui et je rajouterais à ça le fait que, bah, l'ex-URSS avait une superficie certainement plus grande que la Chine, en incluant tous ces pays satellites, tu vois? Y compris Cuba, y compris des pays d'Amérique du Sud à l'époque. Oui, je pense que s'ils ont récupéré quelque chose, encore que l'Amérique du Sud est une chasse gardée américaine, mais on sait que bon, pendant la guerre froide, il y a les affrontements, entre les communistes, et les capitalistes, sur l'Amérique du Sud, donc bien évidemment. Et tu parlais tout à l'heure de l'avancée des Chinois. On va rajouter une autre avancée aussi qui est assez récente, qui concerne, les véhicules automobiles. Après le véhicule électrique, les Chinois aujourd'hui ont présenté un moteur, à énergie hydrogène. Donc quelque chose de révolutionnaire qui va équiper leur future voiture. Donc nous, on a déjà un train, pour pas dire une voiture, de retard. Voilà. Ouais, mais je suis pas confiant dans leur airbag, moi. Ah, ça, c'est un autre problème. Ouais, sachant que les véhicules hydrogènes en France, ça fait longtemps qu'on a créé ce genre de moteur, mais c'est le gouvernement qui a jamais voulu, déployer, tout ça, mais comme toutes les technologies qui permettent de réduire Mmh, les coûts de l'énergie, parce qu'on nous tient par l'énergie voilà. Ce sont des et tout choix va bien. politiques. Mmh. Exactement. Bon, en tout cas, très intéressant ce rapprochement avec, Lockheed Martin. Ce qui me rappelle aussi, le principe du DARPA, hein, où, finalement, qui récupère aussi, c'est qui fait de la rétro-ingénierie, sur tout un tas de sujets et je serais pas étonné qu'il y ait des relations entre Lockheed Martin, le DARPA et tout ça. Ah oui, bien sûr, c'est évident. On pourrait rajouter d'autres sociétés américaines comme Northrop, et cetera. Je ne suis plus tout en tête, mais effectivement, il y en a pas mal. En tout cas, cette fois-ci, là, j'ai ma transition, hein, pour aller en Colombie. Parce que là, Voilà. on n'est plus très loin et donc tu voulais revenir sur la mystérieuse sphère de Buga. Est-ce que tu peux nous remettre, un peu dans le contexte, s'il te plaît? Alors, en fait, en Colombie, donc là, on est le 2 mars 2025, non, pardon, on est au Mexique, où un chercheur de trésors colombien, un certain, José Restrepo, voit une boule tomber du ciel. Alors, il faut dire que, José Restrepo est un chasseur de trésors, il avait sa poêle à frire, hein, comme on l'appelle vulgairement, c'est-à-dire son détecteur de métaux et il voit passer quelque chose qui tombe du ciel et qui vient tomber, pas loin de là où il est, en fait et cette chose qui tombe du ciel va frapper une ligne électrique, pas loin de lui, effectivement. Alors, on est à Buga, alors pardon, en Colombie, hein, j'ai dit Mexique, mais je me suis trompé, c'est Colombie, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, José Restrepo
ne va pas remettre la sphère qu'il récupère au gouvernement, aux autorités. Il va décider de la confier à des chercheurs privés. Et c'est là où c'est intéressant, parce que elle va pas être occultée, elle va pas être mise de côté, cachée, etc. Au contraire, on va plutôt la mettre en lumière. Bon, alors. Déjà, lorsque José Restrepo s'est saisi de la sphère, hein, lorsqu'elle est tombée près de lui, il a ressenti un goût métallique dans la bouche et une bouche qui va s'assécher aussi. Et pendant la nuit, il va même ressentir des nausées. Donc déjà, on peut parler d'effets secondaires sur lui-même. Donc on a quelque chose qui va avoir des effets, ce qu'on va appeler en ufologie une RR2, c'est-à-dire une rencontre rapprochée avec des effets, soit sur le sol, soit sur le témoin. Bon. Alors, il faut savoir aussi, c'est que la sphère pesait initialement 2 kilos et en fait, elle va être pesée par le cousin de José Restrepo, qui s'appelle David Vélez, qui lui est ingénieur. Bon. Et ils vont voir le poids passer de 6,65 kg à peu près 9 kilos une semaine après, et puis ensuite 10 kilos lorsque elle sera analysée au Mexique par l'équipe de Jaime Maussan, hein, qui est quelqu'un de très connu au Mexique et dans le monde ufologique, dans la mesure où il anime beaucoup d'émissions, que ça anime Tercer Millenniaux, hein, c'est sa chaîne, où il anime beaucoup d'émissions consacrées à l'ufologie. Et voilà, il était derrière les momies de Nazca aussi à filmer, à diffuser des reportages et plein d'autres sujets nature ufologique, en tout cas plus ou moins ufologiques. Et donc, effectivement, mis dans la confidence, il va s'y intéresser. Et c'est un autre ingénieur, un certain Rodolfo Garrido, qui lui est dans l'entourage donc, de Jaime Maussan, qui va se mettre à analyser la sphère métallique. Et il va découvrir dans cette sphère, on va y retrouver donc du silicate, du zinc, mais aussi de l'oxygène et de la fibre optique. Une fibre optique qui est intégrée à la structure de la sphère et donc qui n'a pas été rajoutée par la suite. Elle est directement intégrée dans la structure métallique. Donc ça aussi, c'est une anomalie Mmh. intéressante. Bon, Alors ce que je te propose Stéphane, c'est oui, on va la montrer cette sphère, parce que c'est vrai que, voilà. si vous la connaissez pas, vous pouvez l'imaginer une sphère, ouais, je sais pas, qui tombe du ciel, un truc un peu rugueux et cetera. Si vous l'avez jamais vue, vous allez être surpris par la photographie. Donc Alors, on dirait déjà, oui, on ça dirait quelque ressemble à un chose, ballon de football en fait, hein. Quand tu regardes la taille, voilà, c'est un peu la taille d'un ballon de football. Voilà, et puis ça a la structure d'une boule de pétanque aussi en étant métallique. Une grosse boule de pétanque, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, il faudra peut-être que tu zoomes hein, sur la boule en question, parce que on va y retrouver des symboles un peu mystérieux. tout à fait, Voilà, donc on a alors, vous voyez, il y a déjà 5 espèces de demi-lunes, tout autour avec un rond, à l'intérieur. On a des petits triangles aux angles, triangles avec un rond à l'intérieur, ce qui nous rappelle un certain nombre de choses bien terrestres. On a, autour des symboles étranges, voilà, et puis tout au milieu, on a une espèce de circuit imprimé ou ce qui pourrait faire penser à un circuit imprimé, hein. Encore une fois, c'est peut-être mmh, l'effet tache de oui, Rorschach aussi. oui, non, clairement, ça fait penser à un processeur, Voilà. mmh, Alors, donc si on revient un petit peu sur cette sphère, les analyses au rayon X vont révéler qu'il y a 3 couches de ce qui ressemble à du métal, entourant 18 microsphères et un noyau central que les scientifiques ont nommé puce quantique. Bon, alors on va leur laisser cette appellation. Voilà. On va retrouver une autre anomalie aussi, c'est que lorsque la sphère est soumise à un champ magnétique, eh bien, sa dureté passe de 333 sur l'échelle de Brinell, donc c'est une échelle hein, qui mesure la dureté de l'aluminium selon l'échelle de la NASA, donc c'est pas n'importe quoi, hein. Voilà, et elle va passer de 333 à 58 après une exposition à un champ magnétique de 6000 Gauss. Voilà, donc ça c'est extrêmement curieux. Bon, autrement dit, on a des propriétés physiques qui vont changer lorsqu'elle est soumise à un champ magnétique. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut faire penser justement au fait que soumise à un champ magnétique, eh bien son poids s'allège, elle peut donc voler, ou en tout cas léviter beaucoup plus facilement. Elle pèse moins lourd, dit autrement. Voilà. Et autre anomalie aussi, sa température fluctue entre 24 et 33 degrés. Alors je ne sais pas si c'est soumis au champ magnétique ou pas, le texte n'en parle pas suffisamment, ce que j'ai pu lire sur le sujet. Et puis, évidemment, il y a les fameux, symboles mystérieux à la superficie de cette sphère et là, effectivement, d'où viennent ces symboles?
Mystère et boule de gomme. Bon. Alors, le 20 juin de cette année, Jaime Maussan et son groupe ont organisé une conférence au Mexique, justement, avec le cousin de José Restrepo, hein, le découvreur, ou le trouveur plus exactement de cette boule, donc David Vélez, hein, donc le cousin ingénieur de José Restrepo. David Vélez, qui a d'ailleurs reçu des menaces d'un certain nombre de groupes, il y en a plusieurs, qui chacun affirmait être le concepteur de cette boule et qui voulait la récupérer. Bon. Et d'ailleurs, les ordinateurs de David Vélez ont été piratés plusieurs fois. Déjà, c'est pas innocent, hein. Bon, je sais pas si ça montre que justement c'est quelque chose de sérieux, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui s'intéressaient à cette boule. Et à cette conférence, organisée au Mexique, on va y retrouver notamment le docteur Stephen Greer, on connaît bien le domaine ufologique, hein, euh, qui est quelqu'un qui a beaucoup œuvré au niveau de la divulgation, qui a une image un petit peu sulfureuse aussi, hein, on peut le dire, hein, dans le domaine ufologique, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Bon. Après, en tout cas, il faut peut-être séparer le bon grain de livret, des choses intéressantes, d'autres un peu moins. Bref, donc Stephen Greer qui a évoqué l'histoire d'un béret vert qu'il a interviewé. Et en fait, ce béret vert a été emmené dans une base souterraine à Crane Naval Weapons Station, qui se trouve située dans l'Indiana, l'État américain de l'Indiana. Et là, justement, ce béret vert a vu un certain nombre d'artefacts extraterrestres, donc dans une base souterraine américaine. Bon, ce qui vient un peu confirmer ce qu'on a dit, hein, un petit peu plus tôt sur la récupération d'artefacts, hein, issus de crash, ou pas d'ailleurs, hein, parce que cette boule semble être intacte. Et du coup, il a vu ce fameux béret vert parmi ces artefacts, une sorte d'iPad ou d'iPad translucide avec des symboles et des lettres qui apparaissaient sur l'écran. Et ce militaire, justement, a constaté que ces inscriptions ressemblent à celles qui sont inscrites sur la sphère de Buga. Donc ça, c'est intéressant. Bon. Et toujours selon Stephen Gray, hein, ces inscriptions activeraient l'ADN et la conscience, et il va aussi déclarer que des voleurs déguisés en policiers ont tenté de dérober la sphère. Donc encore une fois, elle intéresse beaucoup de gens, cette mystérieuse sphère. Bon, en tout cas, on va lui laisser ses déclarations, hein, comme quoi ces inscriptions activeraient l'ADN et la conscience. Bon, pas vérifier, on va être prudent. Est-ce que des inscriptions peuvent véritablement éveiller l'ADN? Bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Cette sphère est toujours présente au Mexique, hein, détenue effectivement par l'entourage de Jaime Maussan, toujours pour effectivement des examens. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est bien que ce soit pas un État qui ait conservé cette sphère par devers lui, parce qu'on n'aurait peut-être jamais eu justement toutes ces études, tous ces examens. Et à cette conférence du 12 juin, on avait aussi un représentant officiel américain qui était présent, puisqu'on avait un certain Eric Burleson, qui lui est membre du Congrès et qui représentait le Missouri. Bon, il faut savoir qu'Eric Burleson fait partie du comité qui enquête sur les UAP justement, et il a souhaité se déplacer donc à la conférence pour se faire une idée en fait du sujet des UAP, extraterrestres, etc. Et il a aussi été voir les momies de Nazca justement au Pérou avant de venir au Mexique. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Burleson a observé la sphère de Burga et des échantillons prélevés pour examen. Et il a aussi remarqué des centaines de trous microscopiques qui sont arrangés selon un schéma particulier qui les faisait ressembler justement à des réseaux de fibres optiques. Bon. Donc, encore une fois, on a des réseaux comme ça, d'une espèce de microtechnologie qui fait ressembler ça à des fibres optiques, à de la fibre optique. Je rappelle juste, hein, entre parenthèses, que la fibre optique, selon le Cornell Corso, c'est une technologie qui aurait été issue du crash de Roswell. Voilà. Il y a peut-être aussi des connexions à faire à ce niveau-là. Donc Burleson, hein, le fameux sénateur américain, a aussi été contacté à propos de cette sphère par des officiels japonais qui désiraient en savoir plus, parce qu'il faut savoir que les Japonais ont lancé justement un programme d'enquête proche de l'AARO américain. Et justement, ils ont expérimenté les observations d'OVNI au-dessus de sites nucléaires et d'espaces marins. Et donc, ils ont souhaité créer une commission d'enquête suite à toutes ces observations. Voilà. On attend que tout cela se développe pour en savoir un petit peu plus, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi ce qui se fait au niveau du Japon en ce moment. Un site où il y a pas mal d'installations nucléaires, notamment pas loin de failles sismiques. Rappelons que le Japon subit quand même énormément de secousses, parce qu'il y a quand même des volcans, ils sont quand même pas loin de la chaîne des volcans du Pacifique, hein. Bon, voilà. Puis évidemment, comme c'est une île, enfin un ensemble d'îles, évidemment, on peut avoir aussi beaucoup d'OANI, hein, d'objets aquatiques non identifiés, bien entendu.
Je referme la parenthèse. Alors, on a aussi David Grush, hein, j'en parlais tout à l'heure, cet ancien militaire et lanceur d'alerte américain. Il a conseillé justement à Eric Burleson de s'intéresser à la sphère de Burga et aux momies de Nazca, qui ont été évidemment investiguées par Thierry Jamin, qui a fait d'ailleurs un très bon travail là-dessus, et a permis que ce soit connu du grand public, hein. Lisez le livre, le dernier livre écrit par Thierry Jamin, où il met tout un tas de résultats d'enquête avec énormément de photos, notamment du fait que les momies ont été soumises des tests IRM, hein, vous voyez, donc on voit vraiment l'intérieur de ces momies, on voit que ce ne sont pas des assemblages de différents animaux, par exemple, vous voyez. Je vous Voilà. renvoie à la toute dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne en compagnie de Thierry Oui, Justet. exact, et que je n'ai pas encore vue d'ailleurs, voilà, parce que j'ai pas eu le Je temps, peux mais même si je peux elle est vous sur ma repasser liste un lien. d'attente. T'as raison, elle est sur ma liste d'attente, faut que je la regarde. Merci de me le rappeler aussi. Voilà. Alors évidemment, cette fameuse sphère ou orbe de Buga, effectivement, si on la replace dans un contexte un petit peu plus large, eh bien, on a quand même de nombreux orbes hein, qui sont observés à travers le monde. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'informations qui disent qu'on pourrait avoir une montée en puissance jusqu'en 2027 concernant ces observations d'orbes. Voilà. Par exemple, on a Chris Bledsoe, un Américain qui étudie beaucoup le sujet OVNI, et qui a dit en décembre 2024 la chose suivante: ces orbes vont venir nous réveiller au moment où Israël partira en guerre contre l'Iran. Ce sont des anges. Les orbes, hein, pas l'Iran ni Israël. Donc, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la guerre des 12 jours hein, entre Israël et l'Iran. Eh ben, effectivement, cette prévision date de décembre 2024 hein, de Chris Bledsoe. Donc, est-ce que justement, il n'y aurait pas des choses comme ça prévues qui se mettent en place? Bon, voilà, j'en parle, chacun tirera les conclusions qu'il veut. Et on a aussi Jérémy Corbel, qui lui est un producteur de documentaires américains et d'émissions, très impliqué dans le domaine OVNI, UAP, hein. Alors, en fait, lui, il a aussi annoncé, il a parlé plutôt de grands mensonges, hein, ce sont ses termes, pour 2027. Alors, voilà, donc ce qu'il a dit, c'est que votre gouvernement veut maintenant que l'on connaisse la vérité, et cette vérité, que les ovnis sont réels. Voilà, donc il nous dit: «Le moment de ces révélations devient plus préoccupant lorsque l'on considère les récents avertissements de Corbel sur un grand mensonge à venir en 2027. Dans une déclaration qui a envoyé des ondes de choc par l'intermédiaire de la communauté OVNI, Corbel a révélé, voilà: "Votre gouvernement veut maintenant que vous sachiez une vérité, et cette vérité, c'est que les ovnis sont réels. Ils vous l'ont déjà dit. Parfois, quand vous voulez que quelqu'un connaisse la vérité, c'est pour ça que vous puissiez le mettre en place pour croire un mensonge." Et c'est en train de venir, je n'en ai aucun doute. Il a poursuivi expliquant qu'il sait précisément quel document classifié des années 70 a initié cette tromperie planifiée, déclarant: "On va vous dire qu'il y a un vaisseau sur son chemin vers la Terre. C'est un mensonge. Cela se rattache aux théories sur le projet Bluebeam. L'idée que les gouvernements pourraient utiliser la technologie holographique avancée pour simuler des contacts ou des événements religieux étrangers pour la manipulation et le contrôle de la population. La nature sophistiquée des phénomènes de la sphère actuelle, affichage aérien de qualité holographique, science des matériaux avancés, observation mondiale coordonnée, pourrait être réalisée par des technologies humaines non divulguées si les gouvernements possédaient des capacités avant les connaissances du public." Bon, alors, effectivement, c'est son point de vue, hein, comme quoi, et ça c'est un point de vue qu'on trouve aussi hein, parmi beaucoup de gens qui sont des lanceurs d'alerte, c'est qu'il y aurait l'utilisation de cette technologie Bluebeam. Alors, rappelons en deux mots qu'il s'agit d'hologrammes très avancés. On ne distingue pas qu'il s'agit d'hologrammes, euh, avec effectivement aussi de la voix, du son. Donc effectivement, ça permettrait de faire prendre les vessies pour des lanternes et de faire croire tout et n'importe quoi à des personnes qui n'auraient pas forcément d'esprit critique, ou en faisant passer, par exemple, des personnages religieux pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà, ça c'est un petit peu l'essence du projet Bluebeam qui avait été dénoncé déjà dès les années, fin des années 60, début 70, hein, par ce journaliste canadien dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, ça me reviendra. Voilà, donc ça c'est une théorie, effectivement, ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, voilà. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut.
On sait qu'il y a effectivement des choses qui sortent comme ça très régulièrement sur une fausse invasion extraterrestre programmée via Bluebeam pour faire prendre les vessies pour des lanternes, c'est-à-dire pour nous faire croire qu'il s'agit d'extraterrestres, alors qu'en fait, il s'agirait de technologies avancées américaines ou autres, peut-être de l'État profond, comme certains parlent, pour pouvoir ensuite eh bien, imposer un état d'urgence, restreindre les libertés publiques. Voilà, c'est une théorie. Après, chacun en pense ce qu'il veut. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu as expliqué au début, Stéphane, par rapport Mhm. à la masse de cette sphère de Buga qui augmentait. En fait, Ouais. enfin, ce que j'ai pensé par rapport à ça, c'est que si cette sphère était équipée d'un système antigravité qui aurait planté, en fait, et qui lui permettait d'annuler sa masse, et Mhm. le fait qu'elle tombe, en fait, et que ce système comment expliquer ça, perde de son efficacité au fur et à mesure, donc sa masse augmente au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Non, mais tu fais un lien très intéressant, hein, effectivement. Ouais, tu as raison. Il y a certainement, très certainement, un dispositif d'antigravité qui a dysfonctionné pour une raison X ou Y. Voilà, et Parce qu'en ce fait, la sphère est dysfonctionnement, tombée. voilà, Vas-y, oui. et ce qui fait que, au fur et à mesure des heures et des jours, sa masse augmente parce que ce système est en train de s'éteindre, en fait, progressivement, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la sphère est tombée avant même de heurter le fil électrique. Parce qu'on s'est dit, si elle était passée à travers d'un fil électrique, ça aurait pu, par exemple, créer un dysfonctionnement. Bah non, Mmh. en fait, elle est tombée avant. Mmh. Voilà. Donc, d'où vient ce dysfonctionnement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait de l'orage, par exemple? Ça, ce serait intéressant de vérifier cette nuit-là. Je ne crois pas, hein, mais à vérifier quand même. Ça pourrait être une source d'explication, peut-être. Mmh. D'ailleurs, Ouais, je fais le parallèle avec les crashs, notamment le crash de Roswell. N'oublions pas que début juillet 1947, c'était une nuit d'orage. Oui, Voilà, je dis ça, je peut-être ne que dis rien. l'objet était touché par la foudre et ce qui Et aurait c'est peu un lien. planté le système, quoi. Mmh. Voilà. Maintenant, n'oublions pas qu'il n'y a pas eu que des crashs lors de nuits d'orage et qu'en plus, on parle aussi d'utilisation de micro-ondes, notamment avec les radars américains de l'époque, pour planter Oui, justement oui, ces pour essayer de aéronefs. récupérer, ouais, Voilà. tout à fait. Donc oui, les hypothèses peuvent être multiples. voire même, l'utilisation de personnes ayant des dons psychiques pour pouvoir, désorienter les pilotes, on l'avait évoqué, ça lors d'une émission, je ne sais plus avec quel, remote viewer, non, tu as plus le nom en tête, Stéphane? Non, je vois pas, mais bon, on sait qu'il y a pas mal de remote viewers, effectivement, hein, Voilà, de la en tout grande cas des époque. remote viewers qui auraient été entraînés justement pour pouvoir faire, de la protection, comme ça à distance, pour pouvoir déstabiliser les pilotes d'OVNI et les faire se crasher. Alors, je n'ai rien lu là-dessus, mais en tout cas, on sait que, lors des études américaines, hein, dans les années 60-70, on a eu et même 80, on a utilisé donc des médiums, dont certains sont très célèbres, hein, Pat Price, Ingo Swann, et cetera, qui effectivement, Joseph McMonigle, qui effectivement ont eu des résultats, très efficaces sur le terrain. Et de Mmh, toute façon, les militaires américains n'auraient pas poursuivi et financé des études pendant plus de 20 ans s'il n'y avait pas eu de résultats dès le début, hein. Ça me paraît exactement. concevable. Alors moi, j'avais plusieurs questions pour revenir sur cette, sphère, est-ce que tu sais si elle n'a qu'un seul côté de gravé? Alors c'est une bonne question parce que, je n'ai qu'une photo, enfin il y a 2 photos qui circulent, celle que tu as montrée et celle que je t'ai envoyée en pièce jointe que j'ai trouvée ailleurs, mais on montre pas ce qu'il y a derrière, mais je suppose qu'il y a rien derrière, s'il y a pas de photo. Maintenant, Mmh. je n'en suis pas sûr à 100. Autre question, là, le petit trou ici, ce serait donc, la fibre optique, qui ressemble d'ailleurs à une caméra, quoi. C'est aujourd'hui quand tu utilises des caméras discrètes, tu Mmh. sais que tu vas planquer dans un nounours, dans une ampoule ou quoi que ce soit, ça Ouais, ressemble tout à à ça. fait. Ouais, tout à Donc, fait, ça pourrait, hein. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. non, mais, tu vois, C'est du une coup, hypothèse. Oui, bien sûr. on pense de suite aux fameux drones dans Star Wars, Oui. de surveillance comme ça, qui sont là, qui flottent et cetera. Ouais, tout à fait.
Bon, alors deux solutions de toute manière là, les amis. Soit c'est d'origine terrestre, soit ça ne l'est Oui, pas. Jusque-là, voilà. tout le monde va suivre. Si c'est d'origine terrestre, ce serait quoi l'intérêt de faire tomber une sphère, comme ça, sachant qu'elle sera forcément récupérée? Elle est intacte, les signes sont mystérieux, ça fait très écriture atlantéenne, on va dire, en tout cas, Magique, voilà, quelque chose comme cabalistique. ça. Avec, cette représentation, très claire d'un circuit imprimé, voire d'un processeur d'ordinateur. Heu, donc, est-ce que ce serait pas un moyen de justement détourner l'attention du public sur ce genre de choses, dans un cadre de désinformation? Ouais, alors je ne pense pas qu'on ait fait planter exprès cette sphère, hein, à mon sens, hein. Alors Voilà, je par c'est un avis je parle personnel. pas de la faire planter exprès, c'est-à-dire la lâcher exprès d'un avion, de ce que tu veux, qu'importe, de Mmh. façon à ce que ça arrive sur une zone, qui sera où elle sera découverte. Oui, mais imagine si, le découvreur avait effectivement apporté la sphère aux autorités, on n'entendrait, plus parler, tu vois? Donc, est-ce que c'était exprès? Je ne sais pas, je me pose la question. Je suis pas sûr que ça vienne vraiment des autorités, terrestres. Alors maintenant, on peut se poser 2 hypothèses. Cette sphère peut être une sphère qui volait et qui était, construite sur Terre grâce à des technologies récupérées par rétro-ingénierie, c'est une possibilité. Voilà, et du coup, elle serait tombée comme ça, peut-être un dysfonctionnement, un Donc accident. Bon, accidentel, OK. ah, et deuxième hypothèse, bah, évidemment, il s'agit peut-être, d'un drone, exogène, on va dire, qui peut-être, si elle avait marché, aurait pu s'entourer d'un halo lumineux, par exemple, hein. On parle beaucoup de boules lumineuses quand même dans le domaine, dans les témoignages OVNI. Bon, Mmh. tu Tout parlais à tout à fait. l'heure c'était le terme aussi, hein, de circuit imprimé. Alors effectivement, c'est la première impression que j'ai eue. Mais les inscriptions tout autour, bon, ça pourrait faire penser à des inscriptions magiques, cabalistiques. Et dans la magie, il y a ce qu'on appelle aussi les sigils. Les sigils, ce sont en fait des dessins qui sont censés produire un certain nombre d'effets. Voilà. Alors ça, c'est la théorie de ceux qui croient à ça. Mais en tout cas, ça pourrait tout à fait être un sigil, un dessin magique censé produire des résultats. Voilà, c'est une hypothèse, hein. Voilà, j'en sais pas plus que ça. Je ne crois pas à la magie, mais en tout cas, ça pourrait donner pensée à tout cela aussi. Surtout si on le couple avec toutes les autres inscriptions, hein. On a des triangles, on a des lunes, des demi-lunes. Voilà, donc c'est un peu curieux quand on part un petit peu dans l'analyse. Alors après, je suis pas entré, j'ai pas eu le temps de chercher s'il y avait, par exemple, les symboles, si on les retrouvait dans d'autres écritures sur Internet, etc. Euh, voilà, je ne sais pas. Peut-être que si quelqu'un a des informations là-dessus, moi ça m'intéresse beaucoup, hein. N'hésitez pas à le mettre sur les commentaires lorsque la vidéo sera diffusée, ou bien tout simplement de m'écrire directement, hein, via les réseaux sociaux. Moi Mmh. qui avais envie de customiser mes boules de pétanque, ça m'inspire. Ouais, mais attention, c'est un gros travail de précision, hein. Oui, Mmh. Tu vas avoir de quoi t'occuper pendant tes vacances. C'est ça. Donc après la deuxième solution effectivement, c'est que ça vienne de l'espace. Mhm. Heu, Est-ce qu'ils ont étudié, tout à l'heure, bon visiblement ils ont quand même étudié la de quelle matière, cette boule était constituée. Est-ce que, tu as l'information, de savoir si elle résisterait justement à une chute, provenant de l'extérieur de l'atmosphère terrestre et elle survivrait à la chaleur, tu sais, extrême, Oui, qui l'entrée en fait se atmosphère. désintégrer, quasi, tout ce qui rentre dans l'atmosphère? Ouais, alors tu as raison, c'est une très bonne remarque. Alors j'ai pas plus d'informations que ça, mais si on y réfléchit, effectivement, tu as raison. Si elle était entrée dans l'atmosphère, ça allait dysfonctionner, par exemple, dans l'espace. Si jamais on admet qu'elles viennent de l'espace, hein, c'est une théorie. Hypothèse. Bah, voilà, une hypothèse. Bah, peut-être qu'effectivement, il y aurait eu le frottement dans l'atmosphère qui aurait peut-être brûlé en partie sur la superficie de cette boule, et on aurait peut-être eu des traces, tu vois. Alors, soit elle est tombée de beaucoup moins haut que l'espace, c'est-à-dire en dehors de l'atmosphère, elle était déjà dans l'atmosphère quand elle est tombée, hypothèse. Ou alors, deuxième hypothèse, peut-être qu'elle avait, je sais pas, une espèce de champ lumineux, énergétique, quand elle est entrée dans l'atmosphère qui l'a protégée un temps,
et Oui, ensuite ce champ s'étant arrêté, bah, elle est tombée et voilà. comme Mais ce sont des hypothèses, hein. la MHD de Jean-Pierre Oui, Petit. Jean-Pierre Petit. Ouais. Et ce qui expliquerait ces fameuses boules lumineuses, hein, si ça se trouve, on est face à ce genre de boule qui, avec un champ plasmique, enfin, ce plasma qui l'entoure, Mm. paraît une boule lumineuse, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, non, tout à fait. Voilà, ce sont les théories. Mmh. Donc, On serait, oui, ouais, ce serait génial si on effectivement, on aurait la 1re, boule, qui se cacherait derrière les Foo Fighters, ouais. Oui, mais alors tiens, tu as raison de parler des Foo Fighters. C'est très intéressant. Merci parce que j'ai pas fait le lien tout de suite, et tu as raison. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup parlé de boules lumineuses qui accompagnaient les avions, tant chez les Alliés d'ailleurs que chez le l'axe, heu, l'axe du mal, si j'ose dire, à l'époque. Il est évident que ces boules lumineuses pourraient correspondre à ce genre de choses. Voilà, mais englobées par, un ouais, un environnement champ, lumineux, énergétique, voilà, un champ énergétique. Peut-être, pourquoi pas, la fameuse MHD, la magnéto-hydrodynamique, chère exactement. à Jean-Pierre Petit, Mmh. technologie développée en France, qu'on n'a pas voulu développer et qui aujourd'hui équipe les fameux missiles hypersoniques, russes. Voilà. Exactement. Mmh. Bon, tant pis pour nous. Merci la BD à Jean-Pierre Petit. Voilà. Et ces fameux dessins qu'on prend pour des dessins, ça se trouve, ce ne sont pas des dessins. Parce que regardez, Oui. elles sont toutes orientées, vers l'extérieur, Mmh. comme si ça pouvait, faire une poussée, tu sais? Dans les 4 directions. Parce que c'est ça aussi, hein, les On est fighters, face c'est au pour ça. réacteur du système, quoi. Mmh. Ouais, C'est peut-être c'est peut-être une technologie qu'on ne comprend pas, qui est beaucoup plus subtile. Imaginez, parler d'intelligence artificielle ou, d'informatique à un terrien, un Français, d'il y a un siècle. Bah, il comprendrait pas nos Exactement. concepts. Voilà. Donc peut-être que cette technologie a un siècle, d'avance sur nous, voire peut-être même beaucoup plus, hein, sait-on jamais. c'est ça. Et là, les idéogrammes, finalement, peut-être que ça signifie dans une autre langue, Lockheed Martin, à savoir. Peut-être, après tout. Toi, tu y tiens, Lockheed Martin, hein? Ouais, j'aime bien. OK, Ah en oui. tout cas, voilà, super intéressant comme, parce qu'on clairement, on n'en a pas parlé dans les médias français, Non, bien sûr, hein. l'info, je pense qu'on est même passé à côté parce qu'on on la surveille quand même toutes les semaines l'info, pour, voilà, parler des nouveautés et celle-ci, on l'a jamais évoquée dans un Mimi, donc Ouais. on l'a un petit peu loupé, Bah, très voilà, bah, bon, c'est pour ça que je suis là. mais heureusement que tu es là. Et je pense d'ailleurs que, tout n'a pas été dit sur ces sphères, hein, parce qu'il y a quand même toujours des recherches qui se continuent, un peu comme les fameuses momies, du Pérou, investiguées par Thierry Jamin. C'est toujours en cours, hein, c'est un work in Complètement. progress, comme disent les Américains. Voilà, puis, toi qui as animé l'émission avec Thierry Jamin, peut-être que tu as eu vent justement d'informations un petit peu nouvelles sur le sujet. Oui, complètement, ouais, complètement. Mmh. Des Faut vraiment nouvelles jouer à la analyses précision. qui accréditent, que ce ne sont pas des montages, avec des os de poulet ou de lama, quoi. On est d'accord. Ouais, Mmh. bien sûr. OK, eh ben, on va peut-être finir en beauté, Antoine? Allez, finissons avec, Valençol, le film. Voilà, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure en disant que ça avait, clôturé la première journée donc du festival Ex Situ à, Carcassonne, et effectivement, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Alors rappelons ce qu'est, Valençol 1965, hein, le titre du film. C'est en fait un film réalisé par, donc Dominique Filol, qui a réalisé auparavant un certain nombre de documentaires sur le sujet OVNI, OVNI Affaires d'État, et je ne sais plus le titre de l'autre. Et il a réalisé aussi un mini-film qui s'appelle Les 9 milliards de noms de Dieu, réalisé, d'après une nouvelle d'Arthur C. Clarke, hein, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, entre autres. Voilà. Donc effectivement, Dominique Filol est quelqu'un de très intéressant, qui a réalisé pas mal de documentaires, de mini-films sur le sujet. Et là, bah, effectivement, il a créé son premier film sur un sujet OVNI, qui est l'observation de Maurice Mas en ce 1er juillet 1965, donc il y a maintenant 60 ans. Donc la date n'est pas un hasard, bien sûr. Et donc du coup, bah, dans ce film, on voit, sans vous spoiler, effectivement, bah, les réactions, hein, de ce qu'a vécu Maurice Mas, et puis surtout, bah, ses interactions avec, bah, tous les gens de son village, sa famille, les gens de ce village de Valençol, qui est un petit village du sud de la France, qui est très joli à voir d'ailleurs, hein, je vous invite à y aller, parce que j'ai eu la chance d'y aller.
Et effectivement, il a observé des choses un petit peu mystérieuses dans le champ de lavande qu'il cultivait à l'époque. En clair, un ovni s'est posé, par 2 fois d'ailleurs, et la première fois, il a vu aussi 2 êtres autour de cet objet. Voilà, je vous en dis pas plus. On va peut-être visionner la bande-annonce si tu Ouais, le souhaites. c'est On en intéressant parlera comme, après. comme tu Oui, l'expliques, Stéphane. En fait, on est ce film n'est pas axé sur ce qu'a vu, Maurice Mas, mais plus, sur ce qu'il a vécu après. Le après exact. de cette malheureuse rencontre, parce on peut le dire comme ça, hein. Ça a été Ouais. pour lui, quelque chose d'assez, assez compliqué à vivre, par la suite, quoi. Ouais. Je parlais tout à l'heure de stress post-traumatique en parlant de Mmh. John Mack et de ses recherches sur les abductés. Bah, c'est aussi ce qu'a vécu Maurice Mas et le film le montre très clairement, hein. Mmh. Mmh. Voilà. Et en fait, vraiment, moi, je vous engage à aller voir ce film, qui est un très beau film, très poétique. C'est un film à la Pagnol, comme moi j'ai pu déjà le dire, mais avec une petite touche de fantastique. Voilà, c'est un très beau film. Allez voir. Ça nous ramène 60 ans en arrière, dans le sud de la France, dans une France qui n'a plus rien à voir avec la France d'aujourd'hui. Voilà, vous allez vraiment aimer, je pense, hein, pour tous ceux que c'est un petit peu nostalgique de la Provence d'avant ou de la France d'avant. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on retrouve dans ce film d'époque, enfin d'époque, de reconstitution de l'époque. C'est très beau, vraiment. Je voudrais aussi rajouter que, sur ce film, ce film n'est pas diffusé dans toutes les salles de cinéma. Il a été diffusé dans quelques salles, il y a eu des avant-premières, quelques cinémas le diffusent, mais pas forcément tous. Donc si dans votre ville, il y a des cinémas et que le film ne passe pas, n'hésitez pas à aller le réclamer au niveau de, vos cinémas, hein. En parlant, éventuellement en le mettant en relation avec Dominique Filol, pour qu'il puisse être diffusé. Parce qu'effectivement, c'est un très beau film, il faut qu'il puisse toucher le plus grand public, parce qu'il n'a que des critiques élogieuses, y compris d'ailleurs des journaux grand public qui en parlent, ce qui n'était pas gagné d'avance et qui en disent le plus grand bien. Donc ça, c'est plutôt gagné au niveau de l'aspect critique. Et le film est vraiment très bien, hein. Vous allez passer un bon moment. Donc allez-y, très bonne image, très bonne reconstitution, très très sympa. Voilà. Je ne peux que vous encourager à y aller et à emmener des gens avec vous pour que ce film puisse marcher. Du coup, avec Situ, vous avez pu, discuter avec Dominique? Il y était, c'est Oui, ça? on en a discuté un petit peu après, effectivement. Voilà, bah, des gens étaient contents que le film, ait existé. Voilà, et du fait qu'on était tous très contents du film, hein, et du résultat final. Donc voilà. D'accord. Oui, tu en sais pas plus sur le temps qu'il a mis à faire le film, les Non, bah, ça, difficultés c'est qu'il a des questions qu'il rencontrées? faudrait lui poser directement, tu vois. J'avoue que c'est pas l'aspect technique, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Mais voilà, pourquoi pas lui poser les questions si tu le souhaites. Eh bien, écoute, si on peut Peut-être. l'inviter, ouais, ce serait intéressant effectivement de l'inviter. On a déjà invité des réalisateurs, Michel Rousseau, par exemple, Voilà, exactement. Georges Combe qui a eu, pour son dernier Oui, film d'ailleurs, toutes les difficultés du monde, oui. à le diffuser, hein. Je pense qu'il rencontre exactement le même, problème, Dominique, c'est Oui, bien dès que sûr. tu traites de ces sujets sérieusement, c'est-à-dire que si tu le fais en mode soupe aux choux, là forcément, Oui. tu vas avoir ton million d'entrées. Dès que tu le traites, de façon, sérieuse, bah, c'est très, très difficile à à pouvoir le faire accepter dans les salles. Mmh. Ouais, c'est ça. Là, on n'est pas du tout dans une comédie à la soupe aux choux, hein, tu as raison de le souligner. C'est vraiment aux antipodes. C'est pas, il y a pas des gags toutes les 3 minutes. Non, on est dans un film plutôt poétique, plutôt biographique, ou en tout cas, qui s'en rapproche le plus. Il faut savoir une chose, c'est que Dominique Filol et puis, bah, aussi les 2 principaux acteurs, hein, notamment celui qui joue Maurice Mas et dont j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, ils ont rencontré les enfants de Maurice Mas, et voire même petits-enfants. D'ailleurs, il y a 2 des petits-enfants de Maurice Mas qui figurent dans le film, hein, qui font de la figuration. Voilà, ça Dominique Filol nous l'a dit justement après la présentation du film. Donc voilà, oui, ils ont collé le plus possible, en fonction des informations qu'ils ont obtenues, de la famille, bien sûr. Puisqu'ils voulaient faire, Dominique Filol, hein, le film en accord avec la famille, et pas seul dans son coin, en désaccord. Enfin voilà, ils voulaient vraiment avoir leur accord et ça s'est très bien passé, comme ça, effectivement. OK. Jérôme, toi, tu l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu. J'étais absent à la projection. J'ai pas pu tout faire pendant ce petit week-end, à Carcassonne.
Eh bien, moi, ce que j'en dis, c'est que tous les deux, vous êtes en Normandie, vous pourriez vous Eh associer bien, pour inaugurer oui, un cinéma, voilà, tout à fait, tout à fait. Je et sais y que sur inviter du Rouen, monde sur on vos a réseaux. des petites salles encore, qui existent, qui seraient, à même de diffuser, ce type de film, hein. On va pas demander au Gaumont ou à Pathé, hein, mais, Non. Alors Gaumont n'existe plus en Normandie, quoi, en tout cas sur Rouen, c'est fini. ah Gaumont, ah ouais, Il y a non mais plus de pâté. C'est Oui, ce serait à l'Omnia, Jérôme, je pense, au centre-ville, Mmh mh. Mmh. qui est le Ah bah, studio. organisez-vous tous les deux pour pouvoir organiser une projection, alors en faisant la publicité sur vos réseaux sociaux respectifs, pour qu'il y ait un maximum de monde, effectivement, pour une projection, et peut-être sur toute une semaine, ce qui serait une bonne chose aussi, Mmh. minimum, évidemment. Complètement. Une Écoute, bonne idée, Stéphane. Écoute, on on essaiera va de essayer voir de ça déjà s'organiser avec, avec, ouais, avec Dominique et puis on essaiera de voir si c'est réalisable Voilà, très bien. parmi tous nos projets. Voilà. Oh oui. Mais c'est à ça que C'est servent justement les réseaux. Et c'est la force exactement. de ces réseaux, c'est d'engranger un maximum de personnes pour faire vivre des projets, des beaux projets. Mmh mh. Exactement. D'ailleurs, en parlant de projet qui a enfin abouti et j'en parle parce que ça faisait plusieurs fois qu'on l'évoquait ensemble, ça y est, le numéro 11 de Génération Cité d'Or est sorti. Le dernier numéro, donc numéro où tu as participé, auquel tu as participé sur de nombreux numéros d'ailleurs et tu nous as offert un très, très bel article sur, les OANI dans les pays de l'Est, et dans les lacs et dans les mers, des pays de l'Est, qui concluait, voilà, tous ces chapitres sur, les OVNI en Russie, et dans les pays de l'Est. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais alors qu'est-ce qu'elle est riche, cette actualité, Exactement. dans ces C'est pays de parce l'Est. que on n'avait pas assez d'informations sur le sujet qu'à l'époque des repas ufologiques que j'animais, j'ai commencé à donner quelques conférences sur le sujet, puis j'ai creusé le sujet au fil des ans. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'informations qui sortent. J'aurais pu faire d'autres articles, hein, bien évidemment, mais voilà, en tout cas, ce sont des sujets importants et je pense que les plus intéressants sont déjà sortis. Voilà, mais on pourra certainement en reparler un jour. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Russie et dans les pays de l'Est, et puis dans d'autres parties du monde, hein. Donc voilà, que ce soit l'Afrique, tu parlais de l'Afrique tout à l'heure. Oui, il se passe beaucoup de choses en Afrique. Alors, des agroglyphes, des crop circles, je crois qu'il y a eu un exemple comme ça. Il faut en reparler avec Yann Alexander qui anime la chaîne UAP Afrique, sur laquelle je participe aussi. Il me semble qu'il y en a eu un déjà qui est apparu, et peut-être beaucoup plus dans le passé. Le problème, c'est qu'on n'en parle pas forcément. Parce qu'il y a déjà un petit peu moins de réseaux sociaux, suivant les zones où on est en Afrique, même si c'est en train de changer, évidemment. Et puis, bah, il n'y a pas forcément la vision occidentale qui est la nôtre. C'est-à-dire, nous, on pense tout de suite soit à des gens qui aiment faire du land art, c'est-à-dire des dessins dans les champs, les récoltes, ou alors des tentatives de messages d'entités d'intelligence non humaine, hein, quelle qu'elle soit. En Afrique, on va plutôt parler de diables, de démons, de génies, d'esprits, de fantômes. Voilà, on n'est pas du tout dans le même référentiel culturel, et c'est ça qui est intéressant. Très bien, ben, écoutez, messieurs, je crois qu'on a tenu le timing qu'on s'est donné, moins de 2 heures. C'est bien, c'est très, très bien, surtout que c'était très riche, hein, comme information, encore une fois. Donc là, partez en vacances, hein, tous les 2 là, dans 10 jours. Voilà, à peu C'est près, ça. oui. Mmh. Voilà. Donc on se retrouvera, bien à la rentrée, pour un nouveau et si on parlait vraiment d'ufologie. Donc là, on essaiera de faire un spécial crop circle avec, Umberto Molinaro et aussi on en profitera pour inviter, Philippe, du Sceau, voilà, qui devait venir sur cette émission, mais c'était un peu compliqué, de faire se réunir tout le monde à la même date, avec les vacances. Mhm. Du coup, voilà, on devrait avoir une belle émission fin septembre. Et puis, quant à nous les amis, ben, on se retrouve samedi prochain. Donc, je vous ai promis, une conférence de la merveille et du mystère, j'ai encore sous le coude aussi une émission UFO avec, Lily Oz, j'ai une émission avec Amel sur les crânes de cristal, voilà, le l'été sera bien rempli, vous inquiétez pas, on est là, tous les Bien, samedis. joli programme. Mmh. Voilà. Je voulais juste faire une petite parenthèse, Antoine, parce le dernier Mimi qu'on a fait ensemble, on a parlé de lecture à voire de séries à regarder pour l'été
et Yes. j'ai commencé une série, ça s'appelle Westworld. Alors Oui. elle n'est pas récente, hein, ça fait quelque temps Mmh. qu'elle est sortie, mais je voulais faire ce lien parce que je sais pas si vous avez vu cette série, Stéphane J'ai vu les 2 premières saisons, mais pas la suite. alors, pour l'instant, je suis sur la première saison, mais rappelez-vous, dans ce fameux parc, à un moment donné, lorsqu'il y a des bugs, les techniciens du parc interviennent, donc ils arrêtent le temps. Ils Oui. interviennent pour prendre le comment, l'hôte qui a buggé pour, Le robot? la remettre à niveau et ça m'a Mmh. fait vraiment penser aux abductions. Ouais, ouais. Bon, faut le voir Donc comme ça. je l'ai vu comme ça, écoute, mais j'ai trouvé vraiment, j'ai fait ce lien, tu vois? Quand en plus, Ouais. tu vois, il y a les indiens du parc, qui vont, dessiner, symboliquement, bah, justement ceux qui interviennent dans Mmh mh. ceux qui font la maintenance quoi, qui interviennent, tu sais, C'est avec ça, les techniciens. les techniciens avec leurs combinaisons et qui les assimilent à des dieux et j'ai vraiment trouvé, une similarité par rapport, aux Alors abductions, oui, hein oui, de et ce au fait côté-là, qu'ils oui. arrêtent le temps dans le parc, Oui, tu ouais, vois? d'accord. Mmh. Ce qui En fait, fait ouais, je penser au missing time, tu Au vois? missing time exactement, où Ouais. le temps s'arrête, où, ils sont pris, on les bidouille et on les remet dans le parc, tu vois? C'est Voilà, et tu vraiment, sais, il y a un autre lien intéressant avec les abductions, c'est que tu parles en fait, ce sont des robots, hein, dans Westworld oui, qui jouent un certain nombre de personnages avec des êtres humains qui interagissent. Bon, oui, et en fait, on sait que beaucoup, d'abductés, d'expérienceurs disent que certains des petits êtres gris pourraient être des espèces d'androïdes, des êtres programmés, tu vois? Donc, mmh, pourquoi pas? mmh. Ouais, des Ça espèces peut point de mainteneurs, de techniciens qu'on envoie dans voilà, notre parc qui est cette terre, sur laquelle nous sommes, pour, et qui seraient dirigés par des entités un petit peu plus grandes, mais qui auraient, exactement. le même visage, on va dire. c'est tout à fait ça, cette série, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant il y a 4 saisons et il y a vraiment tous les éléments, clés de notre complosphère, hein, que ça soit la matrice, ça Mmh. soit, moi je suis d'accord avec toi, cette histoire d'abduction, ça peut être une abduction matricielle, hein, finalement pour faire Oui, des c'est ça, resets, on sort l'hôte comme de ce parc, de cette matrice pour le il a c'est ça. buggé, on va le remettre à niveau, pour pas qu'il Mmh. tu Voilà vois? J'ai et vraiment trouvé, vraiment il y a un il est lien. génial. Alors pour ceux qui connaissent pas, hein, je vous montre, donc Voilà. Westworld, Mmh. la saison 1, la saison 2 avec le fameux vautour, J'en suis pas encore arrivé là, me spoile pas, Antoine. la saison 3 Mmh. et puis la dernière saison que j'ai toujours sous blister parce que j'ai pas eu le temps de la regarder, la saison 4. Et j'ai Voilà. trouvé, ouais, je connaissais pas et bah, voilà, je me suis lancé Et effectivement, dans on aurait pu en parler, la semaine dernière, Jérôme, ouais, c'est tout à fait une série à voir et tu m'as donné envie de les revoir parce que du coup, tu vois, cette saison 4 là, je l'ai toujours pas déblistérisée mmh, donc et comme je me souviens plus forcément du début, je pense que je vais tout me refaire, là aussi dans l'été, tranquille. Voilà, allez, c'est une de parti. plus. Voilà. Comme en ce moment, ce sera très bien. Ah oui, c'est ça, il pleut bien en Normandie, il y a pas de souci, hein, on confirme. Ouais. Pas qu'en O Normandie, je te rassure en le même temps. OK les amis, ben voilà, merci en tout cas pour cette, belle émission Stéphane, comme à chaque fois, tu as super bien préparé, ton sujet, tu maîtrises très, très bien. Je sais que les gens apprécient, de te voir, passer sur cette émission. Donc on se retrouve, fin septembre pour une spéciale crop et puis, Mmh mh. bah, voilà, passez de bonnes vacances, profitez-en bien, bonjour aux Bretons Stéphane. Merci, je n'y manquerai pas. Voilà, il y a aussi plein de choses à voir en Bretagne, comme en Normandie d'ailleurs, hein. Exactement. Et puis toi, GG, beh, tu feras la bise à Christophe et Violette quand tu les croiseras, Exactement. Mmh. et à Mmh. très bientôt les amis, si vous partez en vacances. Je vous souhaite de très, très bonnes vacances, sinon à la semaine prochaine, Bonnes même si vous vacances à êtes en tous. vacances, hein. Ouais. Samedi 21h. Ciao, ciao. Bonnes vacances à tous. Ciao.